Bonsoir et bienvenue sur Eurecast TV. Il est 21h, nous sommes le vendredi 1er octobre et hier soir c'était la fête des enfants Halloween et derrière nous le Killoween également. Et maintenant nous pouvons penser à Noël, aux lumières, aux petites bougies, à Maria Carey mais aussi au calendrier de l'Avent, des énigmes évidemment. Tout de suite, la une du journal, l'information du jour, la plus importante, bien sûr, la chouette d'or a été trouvée et j'ai invité notre expert en chasse au trésor, Johan, pour en discuter. Vous allez bien ? Yes. Salut Thomas, ça va et vous ? Mais fort bien. Et donc, tout de suite, la une du journal. Alors, tout d'abord, les Open University est toujours ouvert à les inscriptions. Vous pouvez vous inscrire, il y a déjà plus de 60 équipes et nous attendons toujours la vôtre. Que faites-vous ? Zval a commencé. D'ailleurs, tu joues ? Et oui, je joue. Et alors, c'était comment ce premier jour ? Ouais, bof. En fait, dès la première énigme, c'était compliqué d'être sûr de sa réponse. Et en plus, il y avait un problème de validation. C'était un début un peu difficile pour l'organisation. On a pensé beaucoup à Kranim qui a un peu galéré avec des problèmes informatiques. Et ils nous ont quand même annoncé qu'ils allaient essayer de revoir l'organisation des inscriptions pour l'année prochaine, qui est sûrement une bonne nouvelle. En tout cas, ils ont dû transpirer à mon avis. Et je nous souhaite moins de problèmes informatiques pour l'université en janvier. Et attends, parce que Thomas, là tu fais le planning de l'épisode ou on lance directement les actualités là ? Non, là, on est parti, c'est des brèves. Ah, ça y est, ok. Ça marche, bon, c'est pour savoir. Tu fais bien. Ok. Non, mais t'as raison. Non, parce que t'étais parti en mode présentateur, alors du coup, je me suis dit, est-ce qu'il va tenir tout du long ou est-ce qu'à un moment, ça s'arrête ? Non, je vais m'arrêter parce que ça va être fatigant quand même. Okay. Mais oui, non, du coup, nos auditeurs ne le savaient pas, mais oui, c'est les brèves, en fait, je voulais faire une version un peu courte des actualités, et c'est vrai que Zval a commencé, vous avez sûrement pas encore testé les énigmes de Zuppel, puisque nous on enregistre en avance, hein, donc on sait pas exactement quand est-ce que sort l'épisode, on espère le premier, mais c'est pas sûr. Par contre, Johan, tu le sais pas encore, mais t'as déjà joué les énigmes de Neo. Ah bon ? Mais tu veux dire les de Neo pour Zval ? Ouais. Oui, puisqu'on est le 1er novembre. Donc tu as déjà joué. Oui. N'importe quoi. Ah mais là tu me demandes tout. Et oui, et du coup Neo, il y a quand même un peu d'actualité sympa et il a fait une levée de fonds participative pour une de ses chasses au trésor. Oui, une levée de fonds, un financement participatif, hein. C'est pas une start-up. Ah ouais, c'est vrai, on dit ça. Le terme levée de fonds. Ah ouais, je dis toujours levée de fonds. En fait, c'est pas ça, c'est financement participatif. Le vrai, d'accord. Oui. Et du coup, tu sais qu'il a levé quand même 2300 €, ce qui est quand même un beau budget pour... Ouais, franchement, c'est pas mal, hein. Je connais pas trop dans notre monde de créateurs d'énigmes des petits projets qu'on monté aussi gros. Souvent, c'est Édition du Trésor qui fait des gros bouquins qui montent un peu, mais... Ouais. Mais pas autant pour des créateurs indépendants. Et du coup, son jeu, ce sera 9 cartes postales, avec qu'il faut combiner et décoder, ça a l'air plutôt sympa. C'est ça, et c'est lancé vraiment tout de suite, je crois. Enfin, c'est en ce moment que ça commence. Il y a une réponse ultime à trouver, donc c'est le plus rapide qui la trouvera, qui gagnera. Donc, pourquoi pas se lancer, hein. Il y a toujours de style noir et blanc propre à Neo, et ouais, et en fait, il a déjà fait des énigmes du style sur Instagram, qu'on peut voir déjà pour comprendre un peu comment ça marche, et là, ça va plus loin avec les cartes postales en physique. Je crois que ça avait bien plu le jeu sur Instagram. Moi, j'avais fait la version qu'il avait fait pour Loginomi aussi. On avait passé un bon moment. Et alors d'ailleurs, quand on va sur le site, sur la page des cartes postales, Neo, il a mis un avis de joueur, alors qui n'a pas pu jouer encore aux cartes postales, hein, parce que c'est pas sorti, mais a priori c'est par rapport aux énigmes Instagram. Et l'avis, c'est apparemment Adrien P, célèbre chasseur de trésors, qui dit « Foncez, c'est un banger ». Voilà. Moi, en fait, ça me fait marrer parce que Adrien P, c'est quelqu'un de mon équipe, hein, c'est Pic Boom, et j'aime bien sa façon de parler un peu avec le vocabulaire de Jones. Trop cool. Autre petite news, quand même, on peut faire une petite chanson. T'es prêt avec moi ? Ah bon, non ? Si, t'es prêt ? Vas-y. Oui, ok. Joyeux anniversaire. Et oui, c'est les 5 ans de The Escapers. Ah oui. Félicitations. C'est vrai. Oui. Et... Bah oui, bravo à eux, hein, 5 ans, hein. Bah après... Bah non, mais que dire si ce n'est que... Enfin là, de toute façon, c'est parti pour durer très longtemps, hein. The Escapers, maintenant, c'est la référence. Ah bah carrément. C'est carrément installé dans le paysage des escapes. Clairement, et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Trop bien.
Et il y a encore plein de choses à faire. J'imagine Sébastien bouillonnant d'idées. Bah oui, et même là cette semaine, il y a eu plein de nouvelles actualités là avec TerPK qui est maintenant intégré. Enfin, c'est intégré sur une carte, non? Ou c'est ça qu'il a fait aussi. Oui, c'est ça. Bah il y a les cartes de toutes les éditions précédentes avec à chaque fois tous les tops. Enfin, c'est super bien fait. Voilà, il y a pas mal d'autres choses qui font en ce moment. Il y a le blog qui a un petit peu repris. Enfin, ils ont commencé à développer un blog où les gens vont pouvoir écrire des articles. Il y a la 200 millième session qui sera bientôt enregistrée. Pour ça, ils font un petit concours comme ils avaient fait l'année dernière avec un petit trophée à gagner pour celui qui enregistrera sa 200 millième session. Ça c'est cool. Voilà, il y a plein d'autres petits projets comme ça toujours en cours. C'est hyper actif et c'est vraiment un plaisir à suivre. Trop bien. Et toi alors du coup, Johan, c'est quoi tes actus du moment? Les actus, c'est vrai que ce mois-ci, il y a eu quand même un gros jeu sur Paris, dont je peux parler parce que franchement, il y a pas mal de trucs à dire. C'était un jeu pour les 50 ans du Rubik's Cube. Ah, cool. Voilà. Ça a déjà 50 ans. Ah oui, c'était le jeu un peu des années 70-80 là. Et donc, ça y est, on est 50 ans après. Le créateur est toujours vivant, hein, le créateur du Rubik's Cube. Tu connais le créateur? Il a 20, 30 ans, ça? Non. Non, si ça a 50 ans, fait que... tu pourrais dire il a 50 ans à la rigueur, mais non, il a plus, hein, il a dans les 80 ans, et il s'appelle Erno Rubik. Ah, énorme. Parce que c'est quand même, bah oui, c'est son nom en fait, hein, c'est le cube de Rubik. Ça sonne tellement cubique que... Ah sûr oui, que c'est le nom de famille. c'est vrai, tu pensais que c'était vraiment genre... Ça aurait pu être une marque, ouais. Non, c'est vrai. Bah, je crois qu'au début, ça s'appelait le Magic Cube ou quelque chose comme ça, et ça a changé. Maintenant, ça s'appelle Rubik's Cube parce que ça doit être plus vendeur. Mm-hmm. Mais bon, enfin voilà, c'est les 50 ans, et pour ça, ils ont fait un petit peu un gros événement pour l'occasion, parce que il y a le créateur qui est venu sur Paris. Et dans ce cadre-là, ils ont fait une grosse chasse au trésor avec 50 Rubik's Cube à trouver, à gagner dans Paris, tous signés par le créateur. Hein, donc, énorme. Il a encore la forme? Et non, le créateur, il a plus trop la forme. Enfin, disons que on sent qu'il est un peu fatigué. Okay. Hein, mais ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment passé le relais à la société qui gère maintenant les droits du Rubik's Cube. Au début, c'était lui. Maintenant, c'est Spin Master qui a repris les droits, et donc eux, ils vont continuer de poursuivre son œuvre. Mais lui, là, il est un peu fini, je pense. Faut que tu rajoutes des mots derrière cette phrase, sinon ça ne veut rien faire. C'est violent. Oui, il a un petit... oui, il est un petit peu fini de travailler dessus, je pense. Toujours est-il que y a cette chasse au trésor qui est un petit peu comme celle du premier épisode. Hein. Tu te souviens, à Maison Alfort, bah oui. Il y avait des tickets à trouver dans la ville avec des énigmes pour retrouver les emplacements. Bah là, ça ressemblait un petit peu, si ce n'est qu'il n'y avait pas d'énigmes. Donc ça, c'est peut-être un peu dommage. C'est peut-être pour ça aussi que ça va pas être un sujet pour tout un épisode. Mais c'est quand même intéressant. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est des petites vidéos qui indiquaient à chaque fois où se trouvaient précisément les cubes qu'ils ont cachés. Hein, donc ils ont vraiment caché les 50 cubes dans Paris, hein, dans des endroits, et pour savoir où c'était, il fallait regarder les vidéos et essayer de comprendre où c'était en regardant un petit peu autour. Donc il y a quand même un petit peu de réflexion, hein, de s'orienter par rapport aux vidéos qu'on voyait. Et alors du coup, il y en avait 50 au total, c'était réparti sur 10 jours. Hein, donc sur 10 jours, il y en avait chaque fois 5 à gagner, et chaque jour, c'était dans un lieu précis de Paris. Hein, donc le lieu était annoncé, et il y en avait 5 à trouver sur place. Donc on pouvait se rendre dans le lieu et puis avec les vidéos essayer de comprendre où fallait trouver les cubes. Ce format de jeu où on cache quelque chose et on met une petite vidéo pour le trouver, je sais pas si toi t'as déjà vu ça sur les réseaux. Avec des billets un peu, non? C'est à la mode. Exactement. Ouais, ça marche beaucoup avec les billets. Hein, il y a des chaînes qui sont un peu virales, des pages qui sont virales sur Instagram avec ça, où le billet est caché quelque part, la vidéo, et puis c'est le premier qui récupère le billet. Donc là, forcément, il y a une valeur à aller chercher. Ça peut motiver les gens à y aller. Moi, personnellement, j'avais jamais tenté de chercher des billets parce que les valeurs sont pas forcément très importantes, mais aussi il y a juste un billet à aller chercher à un endroit. Donc voilà, on risque de le louper, c'est dommage. Là, il y a 5 Rubik's Cube à trouver par jour. Un Rubik's Cube signé par Erno Rubik, ça a déjà un petit peu de valeur. Et puis, vu qu'il y en a 5 à trouver, ça donne plus de chances d'en avoir au moins un. Donc, je trouvais que c'était beaucoup plus justifié de se déplacer sur les lieux pour et puis, tu peux te dire, un billet caché par-ci par-là, ça peut être un peu truqué. Faut avoir confiance en l'auteur. Alors que là, avec Spin Master derrière, tu dis, bon, il y a un cadre. Mais t'as tout à fait raison, hein, parce que ça, c'est des suspicions qu'il y a, effectivement, sur certaines pages de faire semblant, parce que c'est facile de prendre une vidéo où on fait semblant de mettre un billet, on le retire,
Et en fait, une fois qu'on va sur place, il y est pas. Hein. Ouais, j'ai vraiment vu des gens participer à ce genre de choses et genre peut-être genre 5 minutes après, il y a déjà plus le billet. Bon, tu dis c'est quand même assez court. Donc ouais, un peu risqué. Et par contre, Rubik's Cube, quand ils organisent là la marque officielle, il y a peu de chances qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Donc oui, par rapport à ça, c'était mieux. Et moi, ça m'a motivé. Donc vraiment, j'ai les 10 matinées, je les ai posées pour vraiment tenter de faire le jeu à fond. Et tu savais quand t'es diffusé la vidéo? Ouais, alors ça, il y avait pas mal d'inconnus à ce niveau-là. Et ça, c'était peut-être un peu problématique. Hein. C'était le matin, en fait, à chaque fois qu'il y avait les vidéos. Mais c'était un petit peu aléatoire. Enfin, disons que ça pouvait changer d'un jour à l'autre. Et c'était pas forcément aléatoire de façon voulue. Hein. Je crois que c'est plutôt, ils se cherchaient un petit peu sur la bonne façon de faire, la bonne façon de diffuser les vidéos. Donc, des fois, il y avait des longs temps à attendre entre chaque vidéo. Des fois, ça allait plus vite. Des fois, c'était toutes les vidéos d'un coup. Voilà, ils se cherchaient. Il y a vraiment toutes les possibilités presque qui ont été tentées. Et voilà, et généralement, ça durait quand même juste la matinée. Donc, ça incitait fatalement à essayer d'en avoir le plus possible une fois qu'on était sur place. Hein, donc ça, effectivement, les joueurs essayaient d'en avoir. C'était pas forcément simple, hein, parce que quand on est plusieurs sur le coup, ça limite les chances. Ah oui, et puis il y a aussi le risque de bagarre. En fait, moi je trouve que ça c'est un truc qui est vraiment problématique dans ce type de jeu. C'est deux personnes qui arrivent au même endroit, au même moment. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Ouais, c'est en plus avec un produit qui a de la valeur. T'as vite fait de t'énerver si quelqu'un te double parce qu'il a vu que tu cherchais un bon endroit. Ouais, c'est ça. Ça peut carrément s'envenimer. Et là, en fait, la configuration faisait que c'était carrément possible, ce type de situation, parce que une vidéo arrive à un moment où des gens sont déjà sur place. Et voilà, s'ils ont 200 mètres à faire, ils courent et ça arrive très vite. Contrairement au billet, parce que le billet, il y en a qu'un dans la journée. Il y a quand même très peu de chances que deux personnes arrivent en même temps. Oui, il y avait moins de soucis quand ils diffusaient les 5 vidéos d'un coup, par exemple. C'est moins risqué parce que du coup, il y a personne qui est juste à côté quand une vidéo sort. Ah il peut y avoir plusieurs personnes à côté d'un même spot s'il se trouve qu'ils sont au même endroit. Ouais, mais il faut qu'ils soient au bon endroit de Paris. C'est quand même un hasard de fou. Oui, mais à chaque fois, ils annonçaient quand même, enfin, à chaque fois, globalement, ils annonçaient avant le lieu. Ah! Donc le lieu, c'est par exemple un jardin, en fait, un jardin de Paris. Ils annonçaient que c'était dans tel jardin. Donc les gens se rendaient sur place sur le jardin. Et quand il y a les vidéos après, même si elles sont toutes d'un coup, les gens sont déjà sur place. Ah ouais, c'est violent. Ah ouais. D'accord, ouais, donc c'est sûr qu'il y a il y a des bousculades, quoi. Il y a tout à fait le risque de bousculade. Après, quelle est la meilleure façon de faire? C'est pas forcément simple à dire. En tout cas, si de leur point de vue, ils veulent pas qu'une personne en ait beaucoup, moi je trouve plus logique de mettre tout d'un coup à un moment où les gens sont déjà sur place pour que les gens se dispatchent et donc aient moins de chances d'aller tous vers le même. Oui, parce que en fait, il y a deux possibilités. C'est une fois qu'on est sur place, soit tu mets tout d'un coup, soit tu espaces de peut-être 15 minutes chaque vidéo. Mais si tu espaces de 15 minutes, tu donnes la possibilité à quelqu'un de les prendre tous à tour de rôle. Alors que si tu mets tous d'un coup, il y a plus de chances que les gens se dispatchent et donc on est qu'un seul. Bon, voilà, ça c'est un peu des stratégies qu'ils ont essayé d'expérimenter. Il y a aussi des problèmes potentiels avec les vidéos, en fait. Et ça, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas. Comme pour les vidéos des billets, je pense, c'est que les vidéos, elles étaient filmées à l'avance. Donc, à l'avance, ils filmaient une main en train de poser à un endroit un cube. Et c'était cette vidéo, donc filmée potentiellement une semaine à l'avance, qui était diffusée le jour du jeu, et que les gens voyaient. Bon, ça implique pas mal de choses, en fait. Parce que déjà, ça a pu avoir changé un petit peu autour. Hein, la vidéo, quand tu la vois, effectivement, c'est pas à l'instant T. Et c'est vrai que ça arrive peut-être dans les vidéos de billets où tu dis, la météo est pas la même. Oui, mais parce que ça n'a pas été filmé au même moment. Donc, ça peut être une raison. Et là, clairement, c'est ce qui arrivait. Il y a même des fois des zones de travaux qu'on pouvait pas reconnaître parce que les travaux avaient bougé. Ah, énorme. En fait, les trucs s'étaient déplacés. Donc, ça marchait pas. J'aurais jamais deviné. Il y a d'autres, franchement, il y a pas mal de problèmes différents qu'il y a eu. Il y a un moment, en fait, où ça avait été mis dans des fontaines. Sauf que alors c'est des fontaines qui étaient normalement sèches, sauf que entre-temps, il y a eu une journée avec beaucoup de pluie. Donc ça a rempli des zones de fontaines qui rendaient du coup inaccessible, sans se mouiller, la zone. Bon, qu'est-ce qu'a fait la personne qui est revenue, qui a posé le cube? Elle l'a pas bien mouillé. En fait, elle l'a mis dans une autre fontaine à côté qui, elle, nécessitait pas de se mouiller.
Et voilà, sauf que ça, si tu le sais pas, eh ben c'est dur de trouver le cube. Donc ouais, ça on a un souci avec ça. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Des fois il y avait des décalages, mais qui étaient involontaires. Parce Oui. que quand tu regardes les arbres avec ce qu'il y a autour, des fois tu peux te confondre en fait d'endroit où tu poses. Donc clairement à un moment il avait confondu, donc ça pareil, il faut faut s'adapter. Et il y a une fois aussi où en fait la vidéo c'était sur une place qui était bourrée de symétrie. Alors, c'était sur la place des Vosges, à Paris. Et Oui. cette place, c'est un carré. Et en fait, les façades, tout est un petit peu symétrique. Bon, pour repérer, on peut regarder un petit peu les cheminées. Parce que là, elles sont différentes sur toutes les façades. Dans le cas présent, alors si les cheminées permettaient de trouver la zone, sauf que, enfin, il y avait aucune zone qui correspondait vraiment. Donc problématique. Et en fait, j'ai réalisé que c'est une vidéo qui avait été mise en symétrie. Oh. Ouais. Ah C'est ça. ouais. Pour que ça puisse marcher, il y avait vraiment une symétrie de la vidéo, donc tu t'en rendais pas compte avec le reste. Ça arrive quand t'es filmé Mais, en front cam. Oui. Alors peut-être, mais là c'était la seule vidéo où il y avait cette symétrie. Et il se trouve que ça rendait beaucoup plus dur de trouver la zone. Donc à mon avis, c'était volontaire. Mhm. Enfin, je comprendrais pas que ce soit pas le cas parce que ça complexifiait vraiment l'endroit. Mais bon, il se peut que du coup aussi la personne qui est posée, elle ait pas tenu compte de cette symétrie parce qu'elle s'en est pas rendu compte en le faisant. Donc ça c'est possible. Et il y a aussi eu le cas où ils ont posé des endroits où c'était proche de vigiles en fait dans des parcs et les vigiles voulaient pas qu'ils posent ça parce que dans certains parcs, tu as besoin d'une autorisation pour faire ça. Ils n'avaient pas ces autorisations, donc il y a des vigiles qui les embêtaient. Et il se trouve qu'une fois, il y a carrément une vidéo qui a été postée, mais le cube était pas présent parce que la personne sur place n'avait pas pu mettre le cube. La vidéo, elle était programmée pour être diffusée, donc elle est arrivée. Moi, il se trouve que j'étais juste à côté de... Ouais, parce qu'en fait, bon, moi, j'ai essayé d'anticiper aussi un peu les endroits, et des fois, ça marchait quand même très bien. J'avais anticipé vraiment la zone, j'étais à 100 mètres de là où il pose, après la vidéo, et directement, il n'y a plus le cube, donc je trouvais ça bizarre. Et en fait, voilà, le poseur m'a expliqué que il n'avait pas pu, voilà, parce que à cause d'un vigile. Énorme. C'est dommage quand même. Voilà. Donc, ouais, beaucoup de péripéties comme ça par rapport à des choses qui posaient problème. Et oui, il y a un autre point aussi, et ça pour le coup je trouve que c'était un peu plus grave, c'est que des fois c'était posé dans des endroits qui sont carrément interdits. Genre. Donc genre des pelouses. Alors dans certains parcs les pelouses sont interdites. Donc des fois c'était posé dedans en fait. C'est 3 fois quand même au total que c'était le cas. Ah oui. Ouais. Ça fait beaucoup. Il y avait par exemple le jardin des Luxembourg où toutes les pelouses sont interdites. Là il fallait marcher 10 mètres dans une pelouse pour y arriver, et en plus au sein de la grande pelouse t'as tout un ensemble floral et c'est caché dans les fleurs. Aïe. La honte. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah oui, c'est ça, parce que en plus de devoir traverser toute la pelouse, t'es obligé de fouiller dans toutes les fleurs pour trouver là où c'est. Oui, puis t'es 50 à le faire. C'est exactement ce qu'il faut pas faire, quoi. Je crois que dans tous les cas, ça n'a pas été le cas. Enfin, dans tous les cas de zone interdite, il n'y avait pas trop de monde, je crois. Après, j'étais pas là tout le temps, sur tous les spots. Mais voilà, c'était un peu trop quand même. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose pour moi qui gêne tout le monde, parce que pour les joueurs c'est pas sympa de devoir faire ça. Je pense que ça met un peu mal à l'aise. Les gens du parc évidemment ils sont pas contents que ça piétine chez eux. Et puis pour les organisateurs de chasse au trésor à Paris, qui veulent avoir une bonne réputation auprès des jardins, pour les autres organisateurs, c'est pas ouf non plus, parce que pour les parcs, ils voient des gens aller dans ce type de zone qui sont interdites et ils apprennent que c'est des chasses au trésor. Ils se disent, non, on va pas autoriser les chasses au trésor parce que, en fait, les gens, ils nous saccagent les lieux, quoi. En fait, la personne qui cache, elle va faire des grands pas sur les pointes, elle va mettre le trésor. Mais après, tu sais pas comment on joue tes joueurs. Et puis, tu sais pas combien t'as de joueurs qui vont y aller. Tu sais pas combien de jardins ils vont essayer avant de trouver le bon. Donc, ça va saccager. Et clairement, après, ça a une mauvaise image de la profession. C'est ça, ouais. Donc il y a rien qui va, mais bon, ça ils ont pas fait gaffe, quoi. Et il y a aussi un point qui est comme à Maison Alfort, si tu te souviens, c'est que les organisateurs ils aiment pas quand les joueurs gagnent trop. Ah. Oui, c'est ça. Bon, il se trouve que le jeu, on l'a vu, il est vraiment fait pour donner envie. Et en fait, tous les joueurs que j'ai croisés, leur but c'était de prendre un maximum de cubes. C'est normal en fait. Et quand on revient un autre jour aussi, on veut essayer d'en avoir. Moi, il se trouve que j'ai participé quasiment les 10 jours. Et sur ce type de jeu, je suis quand même particulièrement au taquet parce que je connais bien Paris, j'aime bien aller vite, etc.
Faut savoir que moi aussi, je m'entraîne toute l'année exprès pour ce type de jeu, en faisant du running. Non mais c'est vrai parce que je suis remis à faire de la course pour être efficace pour ce type de jeu. Et je fais même la course d'orientation pour m'entraîner à me repérer et tout. Donc forcément, il y a des petites prédispositions. Mais du coup, il y avait que des cubes à gagner ou il y avait des trucs en plus? Alors, il se trouve qu'en plus, il y avait des invitations dans certains cubes pour un événement avec le créateur Erano Rubik à la fin des 10 jours. Et ça, c'était, genre, il y en avait normalement, je crois, un par jour à trouver. Donc, en fait, t'avais beau des fois trouver un cube, si t'avais pas l'invitation, ça donnait d'autant plus envie de chercher d'autres cubes pour avoir éventuellement cette invitation. Bien sûr, ouais, ça me paraît normal. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, les premiers jours, ça marchait pas trop mal. J'ai été contacté, ils m'ont dit un par jour maximum. Et pour moi, c'était OK de limiter à ça. Donc, j'ai accepté de limiter. Mais malgré ça, à la fin, ça a pris des proportions un petit peu... ça a pris des grosses proportions parce que ça les gênait quand même. Et on a du souci. Et ça, en fait, c'est un truc qui m'a fait réfléchir parce que même en tant qu'organisateur, quand j'organise des jeux, qu'il y a des lots à gagner, ça m'arrive jamais de... changer les règles au dernier moment parce que ça m'arrange en fait. Pour moi, s'il y a des règles et que les gens jouent selon les règles, même s'ils jouent d'une façon que j'avais pas prévue et qui marche pas mal, pour moi ça me viendrait pas à l'esprit de changer les règles pour que ça m'arrange. Je trouve ça juste logique. Et surtout que en plus toi tu as posé tes journées, t'as couru dans tout Paris et après on te dit ah bah non il faut pas l'avoir. C'est ça, il y a beaucoup d'investissement. Ouais. Donc bon voilà, il se trouve que ça a fini avec un petit peu d'amertume, mais n'empêche, globalement j'ai quand même trouvé ça pas mal. Et aussi j'ai pu rencontrer des speedcubers. Ah ouais. Je sais pas si t'as déjà rencontré des gens comme ça. Que en vidéo, donc pas en vrai, je peux plus leur parler. Ouais, qu'en vidéo. Ouais. C'est vrai qu'il y a les vidéos, on les voit, elles sont impressionnantes. Hein. Quand on voit le record là, du Rubik's Cube en 3 secondes, des vidéos qui sont pas très longues à regarder, mais tu dis c'est pas mal. Et ouais, et du coup forcément cet événement il a attiré pas mal de gens du milieu. Et qui étaient tous avec leur Rubik's Cube, hein, donc ils ont pu me montrer ce qu'ils faisaient. Et j'ai découvert des trucs vraiment que je trouvais assez fous. Déjà, toutes les catégories de jeux qu'il y a, avec les tailles de Rubik's Cube, t'as le 2, 3, 4, 5, etc. Même des fois, les gens ils jouent avec des 10, c'est des cubes de 10 avec 10 par 10 par 10 cubes. Donc c'est déjà ça c'est impressionnant. Ils m'ont parlé aussi des gens qui jouent à l'aveugle. Donc quand tu fais du 5 par 5 par 5 à l'aveugle, oh, c'est chaud, ouais. C'est hyper chaud. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils ont un temps pour regarder leur cube, et ensuite, juste sans regarder, ils doivent tout résoudre. Et ils m'ont expliqué en fait comment ils faisaient. Et en fait, ça se comprend. Ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent par mémoriser l'ensemble du cube. Déjà, j'arrive pas à ça. Hein, donc avec. Ben oui, mais non, mais en fait, ça a des astuces. Hein, c'est des trucs mémotechniques, de palais mental, t'associes chaque touche à quelque chose, à une lettre par exemple, et dans ton palais mental, tu les places. Pour mémoriser l'ensemble. Okay. Et ensuite, pour résoudre ça, tu sais qu'un cube, pour le résoudre, tu as plusieurs façons. Tu as les algorithmes. Oui. Hein, c'est un algorithme, tu fais des manipulations, tu sais que ça modifie certaines choses. Oui. Quand tu joues du 3 par 3, tu as des algorithmes qui sont hyper efficaces, mais qui modifient pas mal de choses. Et ben pour les grands cubes, quand tu fais de tête, tu dois pas trop modifier. Oui, regarder l'image. Sinon, sinon tu perds tout. Donc, ils font des algorithmes qui modifient un minimum, mais qui permettent comme ça de tout résoudre tout en gardant en tête la position initiale, quoi. Énorme. Voilà, ça je trouvais ça hyper intéressant. Et puis il y a aussi sur la rapidité la rapidité de mouvement sur les cubes, que ça forcément c'est impressionnant en le voir en vidéo. Alors de le voir en vrai, je trouve que c'est encore mieux parce que tu as plus d'images par seconde. Alors qu'en vidéo, tu vois que ça va très vite, mais tu vois pas le détail. Mais de voir en vrai, tu vois que vraiment les doigts bougent super vite. Et en fait, ils m'expliquaient qu'ils ont des techniques pour y aller qui sont impressionnantes, où vraiment la position des doigts est importante. Ils vont utiliser un algorithme plutôt qu'un autre en fonction de la position des doigts pour pouvoir en enchaîner plusieurs facilement. Ça va à ce niveau de précision, quoi. Et ils s'entraînent évidemment à faire plein de fois même l'algorithme pour le faire le plus rapidement possible. Donc c'est excellent. Franchement, c'était assez passionnant. Et c'est vrai que ça m'a fait penser, dans pas mal de disciplines, on essaie d'aller le plus vite possible, et dans les énigmes aussi. Hein, c'est vrai que dans les énigmes, quand on veut résoudre les énigmes très amusantes, voilà, par exemple, il y a des palmarès. On veut être rapide, et pour ça on fait appel à des techniques éventuellement pour y arriver. Tout ce qui est décodage par exemple, il y a des systèmes automatiques pour y arriver, où ça peut être intéressant de s'entraîner à aller vite. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs un peu haut niveau qui aiment bien aussi écrire des scripts pour gagner du temps sur des décodages, qui testent plein de choses.
Ouais. Donc c'est vraiment une discipline, les énigmes aussi, je trouve, où il y a moyen comme ça d'optimiser beaucoup le temps pour être efficace sur des podiums. Les joueurs connaissent, la plupart des gros joueurs, je trouve, connaissent la position de l'alphabet des lettres par cœur. Il y en a pas mal qui connaissent le morse par cœur. Les principales lettres du braille, parce que c'est des choses qu'il faut pouvoir scanner dans une énigme et voir si ça y est et commencer à décoder. Donc ouais, carrément, on s'entraîne quand même. Ouais, du coup, je trouvais qu'il y avait pas mal de parallèles avec le monde du speedcubing, donc c'était très intéressant. Trop cool. Mais là, c'est fini, donc. Tu reprends une vie normale. Oui. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'après 10 jours intenses, c'est un peu comme tous les jeux, là, comme les calendriers de l'Avent, où tous les jours, tu joues. D'un coup, ça fait drôle quand t'arrêtes, mais ça s'est bien passé. Trop bien. Bah écoute, ça a l'air d'être un moment, en tout cas, dont tu te souviendras. Et que tu as l'air d'être bien amusé, donc c'est trop cool. Vivement les prochaines. Il y a que sur Paris qu'il y a des trucs aussi gros. Oui, c'est possible. Après, ça reste quand même très rare, hein, parce que Maison Alfort, tu te souviens, ça c'était à Pâques qu'ils avaient fait ça. Là, c'était au mois d'octobre, et il n'y a pas eu d'équivalent. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais pas trouvé entre-temps. Donc, non, c'est compliqué d'en trouver. Ça oblige à chercher régulièrement, en fait, ce qui se passe. Oui. Mais ouais. Et puis après, faut être disponible. Faut être disponible en semaine. Nous, on n'était pas tant que ça, finalement, à chercher. Le week-end, d'un coup, il y avait plus de monde. J'ai quand même croisé un autre chasseur de trésors, là, c'est Mysterieuf, qu'on voit des fois aussi sur des jeux qui étaient présents. Donc, c'était marrant parce que lui, il a vu passer ça. Mais sinon, pas de gens connus. Ça marche. Est-ce qu'on passerait pas à la grosse actualité quand même? Oui, bien sûr. La une du journal, c'est que la chouette d'or a été trouvée. Et oui, incroyable. On parle d'énigmes rapides avec des techniques pour aller le plus vite possible. Là, ça a mis seulement 31 ans. C'est vraiment l'opposé. Et pourtant, il y avait des gens surentraînés qui connaissaient toutes les pages par cœur et qui se retrouvaient tous les mois pour en parler. Et ça a quand même tenu 31 ans. Il a fallu quand même que les règles, en l'occurrence, aient changé au cours de jeu. Puisqu'il y a eu pas mal d'évolutions sur cette chasse au cours de ces 30 dernières années. Et on est quand même un peu frustré par cette découverte. Toi, non? Si. Jack, on ne sait pas qui a trouvé. Non, il veut rester anonyme, apparemment, donc... c'est ça. On ne sait pas si c'est une personne ou plusieurs personnes. C'est vrai. Ah, d'ailleurs. Et puis, d'habitude, on reçoit un PDF avec les réponses. Là, j'ai senti... J'ai parié sur le fait qu'on allait avoir un livre à acheter pour avoir les réponses. Mais non, c'est encore mieux que ça, si je peux dire mieux que ça, puisque en fait on va avoir un film sur la chouette d'or où on aura l'explication des réponses, un film romancé et tout public, j'imagine, qui sortira en avril, le 23 avril. Ouais, en fait le film, ça semble logique qu'il y ait un film, parce que c'est vraiment le média le plus grand public pour parler aux gens. Après, c'est vrai que pour rentrer dans le détail des solutions, ça m'étonne qu'il n'y ait pas en plus un PDF qui détaille plus. Ouais, et pour le coup, je pense que c'est une bonne stratégie de leur part parce que moi, il y a plein de gens qui font pas d'énigmes, qui m'ont parlé de la chouette d'or. Donc, ils l'ont vu passer dans les journaux, ils ont trouvé ça fou, ils s'intéressent, il y a une sorte de gros mystère. Donc, je pense que les gens vont être intéressés par le film. Peut-être pas tous vont y aller, mais en tout cas, ça les intéresse. Et si c'est un peu romancé et qu'on a quand même les solutions, parce qu'en fait, il y a quand même que 10 énigmes, on peut placer facilement les explications de 10 énigmes dans un film. Par contre, moi, je pense que les solutions détaillées de toutes les énigmes, ça va pas intéresser tout le monde. Parce que c'est quand même très technique. Je me dis que ça va être noyé, en fait. Noyé dans l'explication de l'histoire de la chouette d'or, dans ce qu'a ressenti les joueurs quand ils sont allés, tu vois, des interviews, et 10 énigmes, ça veut dire que si tu fais... je sais pas moi, je n'arrive pas à calculer de tête comme ça, mais si tu fais une résolution d'énigme toutes les 10 minutes, ça va te faire un film d'1h30, quoi. Donc c'est pas... Ouais, ok, toi tu penses que ça peut être comme ça, ou c'est en fil rouge, mais c'est pas que des solutions d'un coup, peut-être que ça peut aider à faire passer la pilule. J'imagine ça comme ça, on verra. En tout cas, c'est eux qui arrivent. Et du coup, moi, ce que je voulais te proposer, c'est que, on n'aille pas trop dans le détail aujourd'hui, mais qu'on en reparle sur un épisode, on va dire, dédicacé à ça. Mais du coup, on met... Ouais. Dédié. Merci. Dédié à ça. Donc, on en reparle en mai sur un épisode dédié à ça. Ok.
Moi, c'est ok. Hein. C'est vrai que pour l'instant, enfin, vu qu'on n'a pas les solutions, c'est un peu dur d'en parler. On peut peut-être juste rappeler, c'est vrai que ça a duré 30 ans. Pendant les 15 premières années, il y avait des indices du créateur. Au bout de 15 ans, il a arrêté d'en donner. Logique, hein, parce qu'il est mort, le créateur. Mais du coup, pendant 15 ans, là, il y avait vraiment zéro indice et c'est pour ça que ça a stagné aussi longtemps. Là, si c'était trouvé, c'est évidemment parce que ça a été repris par le co-créateur, Michel Becker, qui avait fait juste les illustrations, qui entre-temps a pris connaissance des solutions pour vérifier l'emplacement de la chouette et vérifier qu'elle était toujours là, parce que les gens évidemment se posaient la question après 30 ans de savoir si elle avait pas disparu, c'était carrément possible. Donc il a pris le flambeau et il avait commencé à redonner des indices aux joueurs. Hein, c'est ça qui a permis à quelqu'un de trouver. Ouais, carrément. Il a fallu quelques coups de pouce, j'imagine. Et on avait déjà aussi une version du livre qui avait été détaillée, mais c'était là de quelques années déjà, où on savait ce qui était important dans l'illustration, mais pas juste l'illustration. Oui. Et ça, pour moi, c'est Michel Becker qui a fait ça, parce que lui avait ces informations, il a vraiment juste publié les informations dont il avait la connaissance, parce que c'est les instructions qu'il avait pour faire les illustrations. Donc au moins, c'est vrai que ça permettait de pas partir sur trop de fausses pistes sur les illustrations. Mais à ce moment-là, il n'avait pas encore les solutions. Non. Donc il avait fait que ça. Et c'est après qu'il a fini par obtenir les solutions. Ce qui, je crois, a pas trop plu d'ailleurs à la communauté, parce que eux, ils voulaient pas comme ça que des gens fassent avancer trop vite la chouette d'or. Ils voulaient que ça dure 50 ans, j'imagine. Les gens. Alors la phrase officielle, c'est: on ne voulait pas artificiellement accélérer la chasse, parce que 30 ans c'était sûrement passé. Mais en même temps, je pense qu'il y a les deux retours. Il y a des chouetteurs, on dit même des chouetteurs qui sont contents qu'il y ait une fin, ils vont savoir où elle était cachée et comment on y accédait. Si ça fait 30 ans que tu cherches, t'es quand même content de savoir. Et puis il y en a qui ont perdu un bout de leur passion, quoi. Ils ont plus besoin de chercher alors qu'ils cherchaient. Donc je pense qu'il y a des gens qui doivent être plutôt très contents et des gens qui doivent être vraiment pas contents de voir cette chasse se terminer. Ouais, je pense qu'il y a les gens peuvent jamais tous être contents. Moi, je pense que la plupart des gens qui n'ont pas pu avoir la chouette d'or alors qu'ils l'ont cherché pendant tout ce temps, déjà eux, ils sont dégoûtés. Alors, clairement, c'est dommage pour eux. Mais il y a plein de gens qui seront peut-être contents en tout cas d'avoir les solutions de leur vivant, parce qu'il y avait aussi le risque qu'ils soient jamais au courant. Donc ça, quand même, à un moment, faut avouer que c'est pas mal. Mais de toute façon, pour contenter ceux qui n'ont plus rien à faire de leur vie, il y a une suite, je crois. Hein. Ouais, il a annoncé que suite à ce film-là, parce que le film sort pour l'anniversaire des 32 ans de la Chouette d'Or, il allait lancer une suite. Enfin, c'est ce qu'on comprend. Oui, c'est ça, il y a une suite qui apparemment serait vraiment la suite, dans le sens où l'histoire commencerait depuis l'endroit où est enterrée la chouette, donc sympa. Comme si la chouette voyageait et qu'elle allait après à un autre endroit, de ce que j'ai compris. On a encore plein de choses à raconter sur cette histoire-là, cette chouette. Cling cling. Et est-ce que c'est ça. Et est-ce que d'ailleurs tu sais à quelle date a été annoncé que les solutions avaient été bonnes, parce qu'en fait il y a eu une annonce de la chouette qu'elle a été trouvée, mais les solutions pour le coup n'avaient pas été vérifiées par Michel Becker. Il y a une date à laquelle il a dit c'est bon, c'est validé, c'est les bonnes solutions. Non, c'était en octobre, non? C'était le 13 octobre. Oh, quelle belle date. Ah. Bah oui, le 13 octobre, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ce jour-là? C'était ton anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est gentil. J'ai plus que 5 ans. Mais oui, non, il y avait surtout l'énime très amusante. Bien sûr, tous les 13. Oui. Thomas, me dis pas que t'avais oublié. Non, j'avais pas oublié du tout. Elle était super. Surtout que c'était une énigme. Moi, j'ai trouvé cool qu'effectivement, par rapport à mon anniversaire, tout ça, que ce soit une énigme qui sorte de l'ordinaire, dont on se souviendra. Ça t'a permis de faire une belle perf, en effet. Deuxième place, c'est ça? Alors oui, alors moi franchement j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à finir deuxième, et ça c'est marrant parce que quand même sur le Discord où on parle avec les autres joueurs, j'avais dit pour la blague que vu que c'est mon anniversaire, ça serait cool que les gens attendent que je réponde pour que j'ai une bonne place dans le classement, et il se trouve que la plupart des gens l'ont fait, donc franchement merci à tous. Il y a juste le premier qui a pas. Mais lui, il a peut-être pas voulu attendre parce que il a trouvé ultra vite, quoi. Il a trouvé en moins de 2 minutes. Ouais. Il s'est dit non, je vais quand même pas attendre qu'il trouve. Il a raison parce que moi j'ai mis beaucoup plus de temps à y arriver. Il était peut-être pas connecté sur le Discord avant, en fait.
Ah oui, Ouais. c'est ça, il était pas sur le C'est Discord. vraiment peut-être pas de sa faute, tu vois. C'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est que il y a Sébastien là, donc le créateur de The Escapers, qui a trouvé juste un peu après moi. Et au moment de trouver, du coup, il est allé sur le Discord pour annoncer qu'il avait trouvé. Il a vu le message où je venais de dire c'est bon, vous pouvez y aller parce que je viens de trouver. Il a dit ah oui d'accord, bah ok, bah du coup j'annonce que j'ai trouvé. Ce qui fait que moi j'étais persuadé qu'il avait trouvé depuis longtemps et qu'il attendait gentiment que j'ai mis le message. Alors que vraiment non, il avait trouvé Je crois que un peu vous après avez moi. 7 secondes d'écart, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment Je pas regarde, d'écart. Alors moi, ouais, 7 secondes. j'étais content parce que c'est Sébastien, il est quand même très fort. Surtout qu'il joue avec Camille. Ouais. Donc sa femme et forcément les deux, ils sont ultra forts. Ils en sont bien énigme. complémentaires. Voilà. Après, ils ont eu quand même eux l'avantage de mieux comprendre la solution. Alors, moi, j'avoue, j'ai un peu testé des choses sans tout comprendre parce que je me suis dit à un moment, il faut y aller, hein, c'est trop obscur. Et ça a payé. Génial. Mais j'avais pas tout compris. Et, Mais après, j'ai compris. En réfléchissant, et ça a mis longtemps, mais j'ai fini par comprendre. et oui. Et en fait, ce qui m'embête avec cette énigme, parce qu'on l'avait quand même qualifiée comme plutôt facile, plutôt guidée. On pensait qu'elle allait être rigolote. Et en fait, les gens étaient tellement perdus que même quand ils avaient la bonne explication, ils n'étaient pas sûrs. Donc c'est vraiment le truc des énigmes que je n'aime pas. Genre t'as trouvé la solution et tu sais pas si t'as trouvé la solution. Oh, c'était pas génial. Du coup les gens ils disaient est-ce que je suis pas sûr d'avoir compris la solution, est-ce que je peux t'expliquer ce que j'ai, et voilà, en fait il m'explique la bonne solution. Mais ça, c'était peut-être surtout lié à la dernière phrase, non, qui était censée confirmer la réponse, mais qui était plus dur à comprendre que l'énigme elle-même. Oui. Donc, Oui, l'élément confirmateur qui a permis de ne pas confirmer. Bah oui. Bah c'est ça, parce que moi, d'ailleurs, c'est ce qui me posait problème, entre autres. Hein, ça correspondait pas du tout à moi ce que j'avais à ça, mais j'avais pas compris l'autre point non plus. Donc. Et ben ce que je te propose, c'est que on fasse le contenu de l'épisode, puisque l'épisode aurait pour thème, si ça te va, alors tu me dis, les 5 grosses erreurs à ne pas commettre quand on rédige une énigme, et puis après on refait le bilan par rapport à ces erreurs de ce que j'ai loupé sur. Ok. Bah, très bonne idée. Et puis ça fait vraiment comme si c'était naturel et pas calculé, alors que les gens sur l'épisode, ils ont vu le titre de l'épisode, donc ils savent très bien ce qui les attend. Mais là, franchement, c'est naturel. C'est tellement calculé qu'en fait j'ai fait exprès de faire une énigme avec des erreurs pour les énigmes très amusantes. Ah ouais. Oh là là. Et donc, et ben c'est parti pour le contenu de l'épisode principal du coup, et avec une première leçon. Donc je vais faire une leçon en contre-exemple. En fait, tout simplement, je vais te donner une énigme, tu vas essayer de la résoudre à l'oral, essayer de prendre un peu de temps avant de désespérer. Et puis après, soit je t'aide. On dira qu'est-ce qu'elle est. Voilà, il faut que tu arrives à la solution, donc je t'aiderai. Si t'arrives même pas à la solution, à la limite, c'est pas très grave. Après, on pourra voir ce qu'elle est pas. Je vais pouvoir te proposer ce que j'aurais pu proposer d'autres. Et puis on fait un bilan de nos expériences à nous deux sur ce type d'erreur. Ok, ça marche. Et les exemples, par contre, c'est quoi? C'est des exemples que t'as inventés exprès, qu'elle est pas? Non, t'as pas pris des exemples d'autres créateurs pour Yes. pour dénoncer? Alors du coup, j'aurais pu prendre, parce qu'en vrai j'aurais pu prendre des énigmes communes qui auraient pas dénoncé des créateurs qui ont fait des erreurs, même si j'avais régulièrement des idées en mode je pourrais prendre celle-là de machin, mais en fait je vais pas faire ça. Mais je me suis dit... T'es trop gentil. Non, je suis gentil. Je me suis dit que pour les auditeurs, pour toi, d'avoir des énigmes originales, ça serait quand même plutôt sympa. Ça permet d'avoir quand même ce petit effet c'est ça ta blague pourrie, que... Ah oui, tu veux dire juste qu'ils réfléchissent. Ouais, voilà. Non, les auditeurs, ils peuvent participer. Et ça fait moins, il a pris 5 carambars et il a pris les 5 erreurs qu'il a trouvées dans les 5 carambars. Ok. Du coup, est-ce que t'es prête pour la première énigme? Ah bah vas-y, ouais. Alors, j'ai pas mal d'explications après, donc on commence directement par l'énigme quand même. Comment appelle-t-on la moitié d'une baguette? Ok. Moitié d'une baguette, moi tout de suite, je vois le mot baguette, 2 syllabes, je prends juste la moitié d'une baguette, mais j'obtiens juste bas ou guette et je trouve ça bizarre. Après, j'ai une autre idée, c'est que quand on dit la moitié, on pense à la mi quelque chose, et mi, ça a rapport avec du pain. Donc moi, j'aurais dit la mi.
Eh ben, c'est pas loin. C'est pas loin du tout. T'avais la bonne idée. Du coup, je l'accepte. Bravo. Ah bah Hyper c'est rapide. gentil, oui. Je pensais justement que t'allais partir sur une fausse piste avec la moitié d'une baguette, que t'allais dire une bague. Bah c'est ce que j'ai fait, Tu ouais. vois, genre Ah baguette. oui, ouais. Mm. Ah ok, ouais, oui, bague qui fait un mot quand même. Mais bon, Ouah. enfin, pour moi la moitié c'est plus bas. Après, tout dépend, on peut aussi couper le mot en deux. Oh, c'est pas terrible. C'est pas satisfaisant en tout cas. Mais en effet, il y avait un jeu de mots avec l'ami puisque c'était du pain demi. La moitié d'une baguette, du pain demi. Ah, ok. J'ai l'impression que la mie, je trouve c'est un peu mieux parce que avec mie, il y a vraiment l'idée de moitié, alors que pain demi, enfin, mais je sais pas. Ouais, ok, non, Voilà, la pourquoi moitié pas. demi, le pain, la baguette quoi. Beau. Ok. Et bah tout simplement ça c'est une devinette. D'accord. c'est ce n'est pas vraiment une énigme. Et oui, je travaille depuis plusieurs mois sur le fait d'essayer de définir exactement ce qu'est une énigme. Bah tout simplement pour comprendre mieux mon métier et le nôtre en même temps. Et puis bah j'ai essayé de faire un truc comme ça en disant ouais, en fait il y a plein de jeux d'esprit. J'ai appelé ça un truc très générique qu'on appelle souvent énigme. Et en fait, les devinettes, pour moi, ça fait pas super partie des énigmes. On peut faire une sorte de spectre, si tu veux. Une extrémité, t'as les devinettes. Et en fait, les devinettes, bah, on sait pas trop quelles sont les règles. Ça peut utiliser n'importe quelle ressource Là, on a parlé de l'ami, mais tu vois, ça peut être des jeux de mots, ça peut être des jeux de sonorité, ça peut être un peu tout, n'importe quoi. De l'autre côté, t'as des jeux de logique. Les jeux de logique, donc à l'autre extrémité. À l'inverse, on connaît les règles exactement. Bah, par exemple, le Rubik's Cube, il- on connaît les règles, faut juste y arriver, faut savoir le faire. En Sudoku, c'est pareil. Et entre les deux, bah, je placerai les énigmes puisque on a des règles qui sont données, mais souvent elles sont pas toutes données. Il va falloir donc comprendre les règles et pour pouvoir résoudre l'énigme. Et finalement, la devinette, quand j'y pense, l'objectif c'est plutôt de faire rire. En fait, on trouve rarement une devinette, sauf quand on s'appelle Johan. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, les devinettes, c'est un petit peu le truc où c'est une astuce à avoir. Si tu l'as, c'est bien, mais si tu l'as jamais entendu, des fois, enfin, c'est plutôt rare de La l'avoir. plupart du temps, on finit une devinette par vas-y, dis-moi, j'ai envie de savoir quoi. Et le jeu de logique, à Hmm. l'inverse, l'objectif, c'est le casse-tête. C'est-à-dire, en fait, j'ai tout compris, et puis si j'y passe assez de temps, au bout d'un moment, je trouve la solution. Alors que les énigmes, bah, l'objectif, eh ben, c'est de comprendre l'astuce, les indices qui ont été donnés par l'auteur pour reconstruire l'énigme, trouver les détails. Et finalement, bah, c'est un point déjà hyper important. Contrairement aux devinettes, les énigmes, il faut qu'elles soient écrites dans le but d'être résolues. Hmm. Donc les auteurs, les autrices sont du côté des joueurs et des joueuses. C'est hyper important parce que souvent on a trouvé une super idée, mais en fait c'est tellement difficile pour les joueurs et les joueuses que ben, personne n'arrivera au bout, ou en tout cas difficilement. Donc par exemple, si j'avais dû faire cette devinette en énigme, j'aurais peut-être tenté quelque chose comme ça. Ah ben, hier je suis allé à la boulangerie, j'ai demandé la moitié d'une baguette, elle m'a tendu un truc, j'ai dit bah moi je préfère de la croûte. Et qu'est-ce qu'elle m'a donné? Tu vois. Hmm. C'est vrai que là, la mie s'oppose à la croûte, du coup, on peut trouver plus facilement. On peut aussi donner le nombre de lettres qui aident en plus à confirmer, enfin, tout ce genre de choses, Exactement. ça guide. Donc voilà, le premier truc c'est que bah, il faut laisser des indices. Pour moi c'est le truc le plus important et il faut que ton énigme soit résolue. C'est pas fait pour mettre en avant celui qui crée l'énigme, c'est pour mettre en avant celui qui résout l'énigme ou joue l'énigme. T'es d'accord avec toi, avec ça? Ouais, je suis d'accord et je trouve intéressant cette réflexion, hein, parce que moi j'avais effectivement déjà en tête qu'une énigme, si tu commences à trop expliquer, on se rapproche du jeu de logique et bah, enfin, je trouve que ça fait perdre un certain intérêt puisque c'est plus des mécaniques plutôt que de la nouvelle réflexion. Et je suis d'accord que cet aspect de si ça devient trop fouillis ou trop flou, et bah du coup on peut plus trouver, donc c'est pas intéressant. Et je pense que la Chouette d'or, il y a un peu de ça, hein, on était sur une partie trop sur de l'interprétation et donc ça devenait plus trouvable par les joueurs. C'est vrai, l'interprétation par exemple c'est très difficile à placer dans une énigme parce que ben tout le monde n'a pas les mêmes interprétations et puis euh, t'as très vite fait de prendre de manière littérale les mots que tu lis. Mm.
Et toi d'ailleurs, t'as eu les mêmes soucis quand t'as fait tes premières énigmes, mais c'était aussi trop difficile parce que t'aidais pas assez les joueurs? Ouais. Non mais ça c'est un des défauts classiques des créateurs d'énigmes et surtout de ceux qui aiment beaucoup les énigmes, qu'en font souvent, donc qui connaissent pas mal de mécaniques et qui quand ils créent une nouvelle énigme, pour eux ils veulent sortir de ce qu'ils connaissent déjà pour proposer quelque chose d'original et dans ces cas-là ça arrive presque systématiquement en fait, qu'ils fassent des choses qui leur semblent logiques mais qui ne sont pas de la même logique que les joueurs, donc ça devient tout de suite trop dur. Donc il y a vraiment ce conseil de faire tester aux gens pour s'assurer que c'est trouvable. Oui, carrément. Et puis qu'ils prennent du plaisir aussi. Mm. On passe au point numéro 2, l'erreur numéro 2 que j'ai commise. C'est inspiré. Attends, mais tu dis que t'as commise parce que la première, tu t'as pas dit la première erreur, tu l'as commise ou Ah pas ça fait peut-être 6 ans qu'on écrit des énigmes. Oui, clairement, mes énigmes sont pas de plus en plus faciles, mais elles sont de plus en plus comment on pourrait dire, elles sont agréables à décortiquer parce qu'en fait je laisse assez d'indices pour que tu refasses le fil jusqu'au bout. Donc ouais, clairement, je pense que même sur les énigmes compliquées, eh ben elles sont toujours un peu plus guidées qu'avant. Ok. Oui, parce que de guider, c'est clairement la solution. En fait, oui, comme tu dis, c'est plus guidé, c'est-à-dire que de base, il faut quand même que ça soit guidé un minimum. C'est-à-dire que s'il y a vraiment, pour certaines étapes, il y a vraiment zéro lien et que c'est de l'interprétation pure, ça va pas. Mm. Après, on a toujours tendance à guider et puis, des fois, on le fait pas assez. Ça dépend aussi du public qu'on vise, parce que si tu veux quelque chose d'un petit peu difficile, c'est normal de pas trop guider non plus. Mais ouais, même sur les énigmes très difficiles, on arrive je trouve, à donner des éléments de confirmation, donner un peu le contexte, le thème, qui va pouvoir dire, je cherche dans ce référentiel-là ou dans ce lexique-là. Donc, je pense qu'on peut donner pas mal de choses, mais et que ça reste difficile. Mais ouais, c'est pas un exercice facile non plus. Je pense que avec l'expérience, on y arrive mieux. D'accord. Donc deuxième conseil, ça c'est aussi des erreurs que t'as Mais les 5 erreurs, c'est clairement les trucs que moi Ok. j'ai appris peut-être assez vite sur certaines erreurs du début, mais certaines que je continue de faire sans faire exprès. Et d'ailleurs, c'est toujours agréable de transgresser des règles pour essayer de dire là, je vais me permettre de faire un truc que je peux pas. Sur les énigmes très amusantes, on le fait assez régulièrement. J'en ai une en tête d'ailleurs. Et en fait, c'est agréable parce que tu peux te dire je peux peut-être pas le faire dans d'autres contextes. Et puis tu vas essayer de le compenser par contre, parce que tu sais que ça va être un défaut de l'énigme, donc il va falloir le compenser avec d'autres mécanismes. Ok. Ça c'est une énigme qu'on avait placée, qui était complètement facultative. Donc il y avait pas, c'était pas grave qu'elle ait un défaut, qu'on avait placé pour le Rédignon 2021 et qui m'avait beaucoup fait rire. Et je te pose cette question: quel est l'animal préféré des chercheurs de trésors? Ça me dit quelque chose. Alors, c'est vrai que ça me fait penser à la chouette, mais bon, ça après, il faut le savoir en fait, que c'est la chouette d'or que j'aimerais bien chercher. Mais je me demande s'il n'y a pas un animal qui fait vraiment référence à la chasse au trésor. La chouette aussi, c'est le symbole d'Athéna, dieu de la réflexion, non? Un truc comme ça, hein. Déesse de la réflexion. Donc c'est pas pour rien que c'est la chouette d'or aussi. La chouette, ça évoque quelque chose de ce genre. Mais c'est pour confirmer cette piste, mais c'est pas ça. Oui, c'est pas ça, d'accord. Oui, en fait, c'est un animal où il y a une sorte de jeu de mots avec le fait de C'est chercher. pas mal, ouais. Je En crois. effet. Ah là là, non, Alors, je te donne la version. il y a le chat qui ressemble à la chasse. Enfin, c'est le début de C'est chasse au trésor. c'est vrai que C'est non, ça? mais c'est vrai que Non, d'accord. par exemple chasseautrésor.com qu'on aime beaucoup, il Oui. s'appelle chat parce que c'est de chasse, A de O et T de trésor. C'est ça, et puis chasse au trésor, ça fait aussi 4 les initiales en anglais, ce qui fait que ça marche aussi. C'est vrai. Bon. Mais c'est pas ça. Alors du coup, j'ai triché un peu parce que la version exacte du Rédilion était pas ça, et je l'ai transformé pour accentuer mon propos. Donc je te redonne la version du Rédilion. Quel est l'animal marin préféré des chercheurs de trésors? Ah oui, ça précise vachement là. C'est le morse, parce qu'il y a souvent du morse. Mais oui, c'était la réponse officielle. Ah, c'est ça. Ouais. Ok, mais en fait, je crois que je m'en souviens parce que j'avais participé à cette édition du Rédignon. Et effectivement, avec Marin, on pouvait trouver, quoi. Mais sache que même comme ça,
même en précisant, c'était pas assez précis pour qu'il y ait qu'une réponse qu'on puisse accepter, puisque Ah ouais? il y a quand même, je dirais, allez, un huitième, un dixième des gens qui ont répondu cachalot. Cachalot, cachalot. Ça cache un lot, ouais, ok. Pour un chercheur de trésor, je trouve ça pas mal du tout. C'est vrai. Et la réponse, moi, je la trouve canon. Et voilà, est-ce qu'elle est fausse? Elle est pas vraiment fausse non plus, quoi. Et donc, c'est un des trucs les plus difficiles, je trouve, dans une énigme, puisqu'on va rajouter du flou pour qu'il y ait de la réflexion, c'est de faire qu'il y ait qu'une seule réponse qui fonctionne. Et ça, bah, pour le coup, on se fait quand même souvent avoir. Oui, bah c'est sûr. Hein. Peut-être même que dans ce cas-là, avec le cachalot marche peut-être mieux que le morse, parce que cachalot, c'est vraiment associé avec la discipline de chercher un trésor. Tu vois, morse marcherait peut-être mieux avec quelqu'un qui est passionné d'énigmes, par exemple. L'animal préféré des passionnés d'énigmes, c'est le morse, parce que le morse intervient souvent dans les énigmes. Disons que ça marcherait mieux qu'avec chercheur de trésors. Non, c'était peut-être pas chercheur de trésor qu'on avait utilisé à ce moment-là, mais encore une fois, j'exagère pour la démonstration. Mais oui, c'est pour ça qu'on met des éléments de validation, de confirmation. Ce qu'on a mis dans l'énigme très amusante de ce mois-ci, mais il fallait réussir à comprendre la confirmation, ce qui n'était pas idéal. Si j'avais dû faire cette énigme, maintenant, c'est vrai quand tu peux mettre, il ne court pas, il n'est pas très long, il porte donc assez mal son nom, et pourtant, c'est l'animal préféré des chercheurs de trésors. Qui est-il? Bon, ça permet d'avoir quelque chose à manger, en fait, tout simplement. Après, à l'oral, ça, c'est compliqué parce que c'est un peu long, ce que tu as dit, donc se souvenir un peu de tout. Yes. À l'écrit, ça passerait mieux. C'est vrai que c'était à l'écrit le jour du raid, donc okay. Ça va. Ouf. Mais c'est une bonne remarque. Après aussi, je suis pas obligé de parler si vite. Il ne court pas. Il n'est pas très long. Il porte donc assez mal son nom. Quel est l'animal préféré des chercheurs de trésors? Ça fonctionne aussi. Attends, mais du coup, c'est quoi l'astuce là? Il ne court pas, il n'est pas très long? Bah, c'était juste pour placer court et long. Ah ouais, d'accord, faut penser à court et long, mais moi, j'étais pas du tout. C'est vrai qu'on peut vite s'égarer parce que le premier réflexe, c'est quand même de réfléchir à la signification des mots. Faut avoir l'œil, j'avoue. J'ai pas dit que c'était plus facile, je disais juste que c'est une piste pour pouvoir donner quelque chose. Ouais. Est-ce que tu veux passer à l'énigme numéro 3? Ah bah oui, non, il faut y aller, hein. On est déjà quasiment à 1 heure d'enregistrement. Ah, moi j'ai le temps. Hein. Voilà, au début on a beaucoup parlé. Alors, attention, tu vas adorer celle-ci. Un jour, j'étais à Oulin, sur la grande rue. C'est celle qui arrive, bah, comme toutes les grandes rues, devant la mairie, devant l'église. Bien sûr, bah, là où il y a l'escape game de Exactement, là où notre escape game va ouvrir très très bientôt. Et bah, je suis allé dans un magasin bio. Bon, alors, ce jour-là, il pleuvait, il faisait très noir. Du coup, la façade du magasin orange, on ressentait beaucoup, c'était un peu ténébreux comme ça. Très très ambiance Halloween. Et j'arrive dans le rayon, comme d'habitude, je prends des bouteilles, je prends des chips, et y a un truc qui me choque, c'est quand même que le fromage était local, ça j'ai jamais vu avant. Mais il y a un autre truc qui me choque, c'est que le riz était en sachet. Et quand je l'ai fait remarquer, le vendeur me donne l'explication. Tu sais pourquoi? Mais là, t'as pas fini l'énigme encore, si? Si, c'est fini là. Bah ouf, c'était un petit roman, ton énigme. Ah oui, d'accord, donc faut que je réfléchisse à pourquoi. Ouais. D'accord. Bah oui, donc sûrement un jeu de mots avec le fait de prendre à la demande, où j'ai oublié le nom de ce terme, mais ouais, il faut que je retrouve le nom, non? C'est ça, sinon je suis coincé. Non, toi tu veux parler de vrac ou de bocal, mais ça y est, c'est un vrac. Ok. Ah oui, donc c'est pas ça? Non. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était des énigmes quali, hein, je les ai faites juste pour l'épisode. D'accord. T'as quand même assez peu à manger sur cette énigme. Oh là, c'est un indice. Non, parce que ça parle de... Ah, c'était un jeu de mots. Mais non, ce n'est pas un indice, c'était juste une blague. Okay. Mais là, je te vois un peu perdu, et c'était bien le but, puisque il y avait un indice dans cette énigme, mais il y avait beaucoup trop d'informations. Il a été noyé. Ouais, oui, et autant un indice c'est bien, mais un indice qui ne se voit pas, bah c'est aussi inutile que pas d'indice du tout. Et donc, la gestion du bruit est importante. Il faut savoir doser le bruit. Quand je dis bruit, c'est tout ce qui ne sert pas, en fait. Hein. Est-ce que la façade est orange, c'est un indice. Ce qui fait il pleut, c'est un indice. On ne sait pas. Et donc,
on peut essayer de simplifier. On fait une version simplifiée pour voir si ça te parle. Allez, vas-y. Donc, je suis allé dans un magasin bio. Tu sais, là où il n'y a pas de déchets, normalement. Et dans un rayon, il y avait tout était en bouteille consignée, sauf le riz. J'ai demandé l'explication au vendeur, et il m'a donné l'explication. Tu sais ce que c'est? Ce qui est important, c'est que ce n'est pas, du coup, en bouteille. Ouais, non, je sais pas si... Là, non, parce que j'avais fait attention, ça, à tout ce que t'as dit avant, donc... Ah, elle est tordue, hein, je suis désolé, j'avais que ça en stock. C'est un jeu de mots, avec une expression. Il y a un jeu de mots avec une expression, c'est ça à trouver par rapport au bocaux et le vrac? Non, par rapport aux bouteilles. Et mon riz, bouteille qui n'est pas en bouteille. Tu donnes ta langue au chat? Bah écoute, je pense, ouais. Alors, il m'a dit, eh ben non, on ne met pas riz en bouteille. Waouh. On ne met pas riz en bouteille. On ne met pas riz... Non, c'est on met pas riz en bouteille, non? Bah avec des si, mais là, Avec si, on mettrait pas riz en bouteille? Avec des si, on mettrait pas riz en bouteille. Ouais, c'est ça l'expression, là. Mais on ne met pas riz en bouteille. Ouh, voilà. c'est compliqué, là. Bon, on essaye. Ah oui, mais là, c'est vrai que ça marchait pas de ouf. Non. En plus, tu fais des blagues sur Paris, alors, j'avoue, ça va un rapport. Alors. Ah ouais. Et oui, et du coup, il faut faire attention quand même que si l'élément à utiliser dans l'énigme est à utiliser dans l'énigme, il faut le donner à un moment de manière claire, en même temps ça. Je sais pas si toi c'était déjà arrivé, mais il y a des énigmes que j'ai faites où je me suis embêté pour que le code à décoder ne ressemble pas à un code. Et c'est une de mes pires énigmes à expliquer parce que en fait les gens savent pas quoi faire et donc ils ont pas vu le code. Donc en fait c'est le début en fait de savoir ce que tu cherches. Et c'est pareil avec les indices en fait. Les indices quand ils sont trop cachés dans l'énigme, les gens ils savent pas quoi utiliser et ils sont là en train de ramer en disant ça se trouve regarde il y a un pattern bizarre en fond. Non, j'ai pris une image au hasard. Et regarde la police d'écriture elle fait des courbes. Non, j'ai pris une police au hasard. En fait à partir du moment où tu commences à cacher tes indices, tout ce qui est un peu pas maîtrisé, on va dire, de ton énigme va devenir des faux indices. Et en fait, faut quand même assez clairement dire ça c'est l'indice, ça c'est là. Je suis d'accord à 100%. Après, c'est vrai que là, dans ton énigme, ça faisait très devinette aussi, je trouve. Le fait de penser à Paris, mettre Paris en bouteille, etc. J'ai pas été assez clair, mais j'ai tout tiré de devinette. En mode, je vais essayer de transformer des devinettes en énigmes pour avoir ce côté. Ça, c'est une mauvaise énigme parce que c'est une devinette et je vais la faire revenir sur la partie énigme. Du coup, en donnant des indices, parce que le but c'est d'apprendre au fur et à mesure. Donc, j'essaye de faire une devinette, mais avec des éléments clairs, avec une seule réponse si possible, ainsi de suite. Mais oui, c'est que des devinettes cachées. Ok. D'ailleurs, la dernière va vous épater. Restez connectés. Fallait le dire au début, là. Les gens ils sont déjà partis. Non, la cinquième non plus, elle va être impossible. On va avoir le même problème. Le but c'est vraiment d'essayer de réfléchir pour donner du rythme, mais elles sont clairement des mauvaises énigmes, donc difficilement trouvables. Et oui, et du coup les indices, il y a une technique qu'on utilise assez régulièrement quand on voit qu'ils sont pas vus nos indices en bêta test, c'est de les mettre à des extrémités de phrases. Je sais pas si ça t'arrive déjà, mais quand c'est les choses que les gens lisent en dernier, par exemple, ça les met en valeur. En fait, les gens s'en rappellent plus. Et régulièrement, quand on voit que c'est un peu limite, on se débrouille pour tourner la phrase d'une manière pour que ce soit un peu plus mis en avant. D'accord, ouais. Moi, c'est vrai que pour ça, il peut y avoir deux trucs. Il y a souligner, italique, mettre en gras, mettre des guillemets. T'as plein de trucs comme ça pour inciter sur des mots en particulier. Ouais, après là, c'est des mises en évidence claires. J'avoue que ça nous est déjà arrivé de mettre en gras pour dire c'est ça, un élément. Mais on l'utilise pas forcément pour des indices qui sont là pour être plus ou moins discrets. Mais c'est vrai qu'aussi des tournures de phrases nulles. Genre, tu vois que cette phrase, elle veut rien dire parce qu'il y a un truc. Et ça permet aux gens de dire, ok, là, il y a un truc bizarre, il a fait un effort. Oui, voilà. Tu peux faire tilter avec un truc comme ça. Et sinon, mettre aussi la phrase, la sortir un petit peu d'un pavé, parce que si t'as un pavé narration, ça peut être vraiment que de la narration. S'il y a un indice, mettre la phrase un petit peu à part. Ouais. Comme ça, t'as qu'une phrase que tu peux relire facilement s'il y a besoin. Totalement, ouais. Pour comprendre. La mise en situation, bien la séparer de la phrase d'indice qui va être séparée. Ouais, carrément, on fait la même chose.
Génial. Alors, astuce numéro 4, des choses à pas faire. Yes. Attention, celle-là, ça va être ta préférée, je le sens. Quel est le nombre qui complète la suite? 3, 5, 7. Sachant que ta première idée est sûrement fausse, mais que ton idée première devrait être la bonne. Ouais, attends, je veux bien que tu me redises l'énigme. Quel est le nombre qui complète la suite? 3, 5, 7. Sachant que ta première idée est sûrement fausse, mais que ton idée première devrait être la bonne. Première idée première? Ah, il y a une différence. Ah ouais. Ah, je crois avoir l'idée là. Première idée première, il y a beaucoup le mot premier. Et je crois que 3, 5, 7, c'est des nombres premiers. Donc voilà, oui, la première idée, c'est de dire bah on va de 2 en 2, c'est les nombres impairs. Donc on met 9, mais non. L'idée c'est de prendre les nombres premiers. Donc le suivant, c'est le 11. Et oui. Ah, elle est pas mal cette énigme. C'est vrai, elle te plaît? En fait, moi, je suis pas forcément fan des énigmes de suite comme ça parce que souvent c'est quand même enfin non, souvent ça dépend, mais ça arrive que ça soit des trucs vraiment compliqués à aller chercher et où t'es pas guidé parce que t'es obligé de défiler plein d'idées jusqu'à avoir la bonne. Là, ça va parce que c'est des choses que je trouve simples. Yes, bah d'ailleurs, je voulais forcément mettre une de suite de nombres parce que ça fait partie des énigmes qui sont pas forcément toujours mes préférées. Mais du coup, j'ai essayé quand même de travailler cette énigme pour appliquer les erreurs d'avant. Tu vois, j'ai corrigé, j'ai donné une piste, tu vois, pour pas que Ah oui. pour pas que t'aies 15 réponses possibles, parce qu'en effet, il y avait plusieurs réponses possibles. Et puis t'avais rien à manger, t'avais pas d'indice clair, donc j'ai rajouté cette truc de ta première idée. Et c'est en fausse, ton idée première devrait être la bonne. Mais en même temps, ça fait une énigme un peu plate. Alors pourquoi Il y a pas eu de haha, j'ai trouvé l'astuce. Enfin, si, un petit peu. Bah si, il y avait carrément ça. Ah merde. J'ai essayé de faire une énigme du coup où tout était donné, mais j'avoue c'est peut-être pas si mal que ça. C'est un peu trop plat là. Ah c'est vrai. Bah je sais pas. Ouais, première idée première. Moi, enfin vu que naturellement ça ressemble beaucoup. Oui. Je dis c'est la même chose, mais après en décortiquant, ah oui si idée première, c'est une idée première. Ah si, donc elle était pas si mal. Ouais, Mince, je suis vraiment nul pour faire des mauvaises énigmes. Ah le gars il se jette des fleurs. Il suffit d'appliquer les règles que je vous dis et vous voyez, vous faites des énigmes bien. Du coup, on peut noter quand même que, bah, même si on a l'impression de tout donner, ça fait quand même des trucs rigolos. Mais oui, en fait, il y a toujours un petit truc. Il faut un peu de suspense. Donc là, en effet, tu l'as eu. Donc tant mieux. C'est le suspense, c'est les petites fausses pistes légères qui vont faire un peu le souvenir. Et en fait, ben, c'est pour ça qu'on va souvent, on dit qu'on utilise les coïncidences de la vie réelle, en fait. Quand on voit des choses qui se ressemblent alors qu'elles sont pas pareilles, on se dit bah tiens, si j'utilisais cette coïncidence, eh ben le fait de mettre en avant cette coïncidence auprès des joueurs fait que bah, les gens quand ils disent ils font ah ouais j'avais jamais vu ça. Le j'avais jamais vu ça est quand même intéressant. D'où les jeux de mots. C'est sûr. Les jeux de mots sont rigolos d'ailleurs parce que il y a ce côté-là de je découvre quelque chose. Mais encore une fois, faut accompagner le joueur pour découvrir par lui-même le jeu de mots et pas lui donner parce que sinon, bah, on perd l'intérêt. Je sais pas trop quoi sortir de cette règle numéro 4, à part que j'aime pas les suites de nombres. Oui, non mais c'est ça. Après, on peut peut-être corriger ton exemple pour que ça soit vraiment trop guidé. Et si t'avais dit 3, 5, 7, quel est le nombre premier suivant? Ouais. Là, on est sur de... J'aurais dû faire ça. Bonne remarque. Ouais, après, j'aurais pas eu du tout la surprise, mais... ouais. Ouais. Non, mais c'est bien. Non, c'est ça. Non, mais parce qu'après, ouais, l'exemple est peut-être trop flagrant. Il y a des fois des exemples où c'est trop guidé et ça va pas quand même. J'en ai pas forcément en tête. Hein. Non, mais si, là, on corrige mon énigme pour qu'elle soit plus fausse. Ça, donc, on décorrige l'énigme et je trouve ça une bonne idée. Comme ça, t'as eu la surprise sur le premier. J'aurais pu dire quelque chose. 3, 5, 7, trouve le nom premier suivant. Tu verras, c'est pas ce à quoi tu penses. Tu vois, bah... Oui, en effet, ça fait 3, 5, 7, tu t'attends à 9. Et en fait, c'est 11. Mais là, il est pas mis en avant ce côté, c'est pas ton premier aperçu. Et parce que tu vois, même si t'avais mis genre, trouve le premier nombre suivant. Ça dit pas clairement. Parce que, c'est pas le premier nombre
suivant, c'est le nombre premier suivant, donc on change un peu la phrase, on rend ça un peu énigmatique, mais malgré tout, c'est quand même trop clair. Oui, t'avais fait une énigme comme ça qui m'avait bien piégé en plus. Où il fallait relier des pointes, mais t'avais écrit relie les premiers nombres. Et je m'étais totalement tombé dedans. Enfin, tu sais que ça fait toujours plaisir hein, quand on tombe comme ça dans les pièges. Mais même si c'est si c'est 30 secondes, bah quand ton cerveau il fait ah non mais je suis bête, bah j'adore. Et j'ai envie de dire on a fait la leçon numéro 4, on fait la leçon numéro 5. Et mais on devient de plus en plus compétent pour résoudre des énigmes. C'est génial. Ah ouais. Alors, et les gens qui nous écoutent là, ils vont faire des dingueries. Hein. Ils vont faire des dingueries. Et attention, la numéro 5, tu vas l'adorer, puisque sais-tu pourquoi on peut dire que les parents de forgerons avaient déjà un marteau et une enclume en tête? Attends, je fais la petite musique d'attente. Attention, Johan, réfléchis. La formulation est chou, il y a vraiment un truc bizarre parce que sais-tu pourquoi ils avaient déjà enfin pour moi ils ont pas ça en fait, ils ont pas une attends, pourquoi ils ont un marteau, une enclume en tête? Parce que normalement on dit avoir une idée en tête, mais pas un marteau, une enclume. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en tête? Un projet? Non, je sais pas, c'est pas... Ouais, du coup c'est une énigme qui est pas terrible également. Oui, c'est ça. C'est fait pour que tu la trouves pas. Sais-tu pourquoi? Ah oui, ok, bon sais-tu pourquoi on peut dire que les parents de forgerons avaient déjà un marteau et une enclume en tête? Franchement, j'ai essayé de la rattraper celle-ci. J'ai pas beaucoup mieux, on va essayer. Ah, la question te fait sourire. Mais ici, pas de zygomatique. Et il faut plutôt tendre l'oreille. Ça va pas t'aider. D'accord, donc c'est quelque chose avec le son. Ah, non. Et alors pourquoi ils ont un marteau et une enclume en tête? Ce n'est pas le son, l'indice. Ah, mais il faut tendre l'oreille. Ouais, mais c'était le pas de zygomatique. Waouh. Qui va te donner un petit indice. Ok, zygomatique c'est le fait de sourire. Mais c'est surtout un truc très précis. Ah ouais? Mais ouais. Et je te dis la réponse parce que je sens que ça va pas être très drôle. Du coup, les zygomatiques, c'est une partie de l'anatomie du coup de la bouche. T'as des os, t'as des muscles. Et en effet, les marteaux et une enclume, c'est des parties de l'anatomie humaine, puisque c'est des parties de l'oreille. Et en fait, une énigme qui est trop basée sur la culture générale, c'est pas drôle. Hein, on le répétera jamais assez, puisque soit tu l'as et t'as pas à chercher, soit tu l'as pas et tu peux pas chercher. Donc il faut faire attention, ça, toujours pas de références culturelles fortes ou alors des choses qu'on sait que tout le monde aura. Ça passe aussi à faire attention au matériel que les joueurs ont besoin. Tu vois, s'ils sont sur Insta et que tu leur dis, je sais pas moi, superpose cette image avec celle-ci, ça va être compliqué pour eux. Le temps aussi qu'ils ont. Si tu penses qu'ils sont dans le bus à faire ton énigme, ils auront peut-être 10-15 minutes. Si tu penses qu'ils scrollent et qu'en fait ils vont vite passer à l'énigme suivante s'ils ont rien, il faudra même que ce soit un peu plus rapide que ça. Et puis voilà, c'est faire attention par exemple qu'une énigme ne dure pas 31 années. Parce que c'est un peu long. Il y a des gens qui lâchent. Et franchement... Ouais, j'aurais dû y penser parce que ce coup de la culture gênée, pour moi, ça fait partie des classiques des erreurs en énigme, là. Et ça m'a pas aidé dans le sens où c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à cette histoire d'anatomie. Et là, attends, juste pour bien comprendre, du coup, tu dis que, les parents de forgerons, ils ont c'était quoi le truc, là? Des marteaux et des enclumes? En tête. Et les marteaux et enclumes. Ouais. Les marteaux et enclumes, c'est dans l'oreille, c'est ça que ça se trouve? C'est deux os. Ah oui, tu me donnes l'exemple de la zygomatique parce que c'est aussi une partie anatomique. Ouais. Ah ouais. Il y a on connaît plus le muscle, mais je crois, si je dis pas de bêtises, mais il y a aussi un os de zygomatique. Et voilà, ça donne l'idée qu'il y a un truc sur l'anatomie. J'ai essayé. Ouais, ça perturbe un peu le truc. Non mais l'oreille, c'est pas mal l'oreille parce que ça peut éventuellement y faire penser, mais c'est vrai qu'il faut l'avoir, cette histoire de nom, la technique là. C'est carrément pas simple. Non, bien sûr. Ça, avec Internet, à la rigueur, on peut le savoir, mais des fois, on se doute pas qu'il y a besoin d'Internet pour ça. On va pas en plus, tout googler.
En plus, et puis c'est encore pire quand il n'y a pas besoin d'internet et que les joueurs vont sur internet pour chercher, ils tombent sur encore plus de fausses pistes. Donc ton énigme qui était sûrement assez simple devient très compliqué. Et oui, par contre, si t'as déjà entendu parler de ça, tu vas dire ah oui, c'est vrai, et en fait t'auras pas cherché l'énigme, quoi. Donc un peu dommage. C'est ça. Et parce qu'en fait, les trucs de culture G, ça existe, hein, les questions, comme les quiz en fait, questions pour un champion, etc. C'est le truc de culture G, et il y a ce problème de tu l'as, c'est bien, et tu l'as pas, c'est tant pis. Mais ça dure pas très longtemps. Encore que passe vite à la suite. Nous on regarde de temps en temps les 12 coups de Mehdi et tu vois qu'en fait les trous qu'il a pas, il arrive le champion à revenir dessus en disant ah ouais mais ça doit être lié à la guerre de machin et ou par élimination. Donc je pense que quand t'as un niveau de culture G assez fort, tu peux peut-être faire des déductions, mais c'est pas mon cas. Oui. Non. Et bah si on résume mes erreurs à moi, hein, c'est pas les erreurs de tout le monde, mes erreurs que j'ai appris au cours du temps, c'est que la première, il faut être du côté du joueur et de la joueuse, tout faire pour qu'il arrive à résoudre l'énigme, qu'il s'amuse. Et quand on lui donne la réponse, souvent il s'amuse quand même vachement moins. Ensuite, essayer de faire qu'il n'y ait qu'une seule réponse possible, parce que quand tu réponds et qu'on te dit non alors que ta réponse est valide, franchement, c'est tellement triste. Et enfin, donner les indices, c'est bien, mais il faut qu'ils soient visibles, mais également donner aussi l'objectif. Par exemple, je prenais le cas du code à décoder, il faut que le code à décoder, on voit que c'est un code, et mettre en avant les indices et séparer de la narration. Indice 4, erreur 4 que j'ai faite, c'est attention à faire que il y ait quand même une petite découverte, un petit moment, ah, je l'ai. Et pour ça, on va essayer de chercher des coïncidences, des trucs étonnants. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je crée le plan de mes énigmes. Ce n'est pas obligatoire non plus. Et enfin, la 5e règle, pas de culture G, ou en tout cas, le préciser s'il y a besoin de faire une recherche internet. Pas faire comme si tout le monde allait comprendre les références culturelles dès le début. Faire attention au matériel, autant des joueurs, pour s'adapter du coup à leur contexte de jeu. Merci pour le récap. Le récap. Oui, c'est bon, j'ai capté. Et du coup, en parlant de tout ça, est-ce que tu vois des parallèles avec l'énigme très amusante d'octobre? Oui, bien sûr. Cool. Passons aux énigmes. Ah, tu voulais pas détailler, hein? Non, vas-y, si tu peux y aller. Non, les points communs, y a le truc de la culture G, un petit peu peut-être, même si la culture G était quand même très générique. Donc là, pour moi, en fait, en théorie, c'était pas un souci, mais peut-être que le fait qu'il y ait une référence, je sais pas si c'était en indice ou quoi, mais des gens ont pu croire qu'il y avait des références, ils sont allés chercher trop loin là-dedans, parce que la façon de la voir était compliquée, donc c'était dur de bien voir la référence. Oui. On a essayé de pousser, je crois, dans le texte et compagnie en disant est-ce que t'as la ref en mode ça te fait référence à quelque chose, mais en fait les gens, le fait qu'on ait posé la question, se sont dit c'est un truc hyper compliqué. C'était clairement une erreur. Voilà, non, parce qu'après il y a forcément dans cette énigme, c'était la toute fin qui perturbait parce que on comprenait pas. Oui. Mais ça c'était peut-être le premier point, le fait que ça aidait peut-être pas trop les joueurs. Ouais, un élément de confirmation, on a dit que c'était important, et pourtant cet élément de confirmation il était pas assez fort pour que, il était trop compliqué pour que les gens l'aient. On n'avait pas vu venir en bêta que cette partie-là ne fonctionnait pas. Et non, parce qu'après, sinon, il y avait cette difficulté de passer par pas mal d'étapes différentes pour comprendre le cheminement, avec des étapes qui sont pas forcément très habituelles, et du coup, ça rendait compliqué. Mais je sais pas si c'est un des 5 points au final. Les étapes, les étapes, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que les étapes, ça peut rendre compliqué les indices, la façon d'accompagner les joueurs, ça multiplie les moments d'aiguillage de ton énigme où les gens vont pas partir dans la bonne direction, donc ça multiplie les fausses pistes possibles. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il y avait une réponse qui était acceptable, qui paraissait satisfaisante pour les joueurs, et qui pourtant ne fonctionnait pas à cause de un mot dans l'énigme. C'était pas assez fort pour dire non, c'est pas ça, regarde. Ah ouais, ok. Écoute, tu veux peut-être pas le dire, non, pour regarder le... Non, je le dirai pas, mais je te le dirai après l'émission. Ou alors, faut encore que tu me bipes, et j'en ai marre de me faire biper à chaque épisode.
Voilà. Mais du coup, hésitez pas à faire l'énigme très habitante d'octobre. Vous verrez, elle est pas terrible. Non, elle est très bien, elle est très bien, elle est très bien. Mais elle a quelques petits défauts qui la rendent, d'autant plus intéressante pour faire un épisode de Recast ensuite. Bah, c'est ça, elle est mémorable, et puis de toute façon, il y a les indices maintenant, Ouais. donc ça permet de pas rester bloqué trop longtemps. Et le dernier indice, d'ailleurs, est pas mal. Le dernier indice va vous étonner. Là, c'est vrai, là. Non, parce que bon, il y a des trucs un peu putaclic, mais non, là, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci Yohan de t'être prêté au jeu des énigmes tordues. Bah, avec plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de faire des jeux de mots sur Paris. Ouais, et puis vraiment, les conseils sont bons. Il y a plein d'autres conseils qu'on pourrait rajouter, évidemment, mais moi, je trouve qu'un conseil important aussi, c'est de bêta-tester, parce que souvent, on pense que ça va, mais en fait, ça va pas, et c'est vraiment les joueurs qui peuvent le savoir. Donc, Totalement. on le redit jamais assez, de faire tester, ça permet de se rendre compte. Totalement. Et je suis pratiquement sûr qu'on peut mesurer la qualité d'une énigme au nombre de bêta-tests. Mais attention aussi à écouter ces bêta-testeurs. Par exemple, nous sur University, on fait 5 bêta-tests pour chaque énigme, mais à chaque fois, on essaye de pas mettre les retours des bêta-testeurs sous le tapis. C'est ça le plus difficile. En disant ouais, non mais là, il est passé à côté, mais il dit qu'il l'aurait trouvé sinon si. Et en fait, non, t'as pas beaucoup de bêta-tests à chaque fois. 5, c'est pas non plus énorme. Donc s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, il faut prendre des actions pour faire que un joueur qui ait la même démarche que ton bêta-testeur, il n'ait pas la même expérience. Après, c'est vraiment dur, parce que on n'a pas toujours forcément le temps de faire beaucoup de bêta-tests, donc ça rend compliqué. Et je suis d'accord par contre que quand il y a un problème dès le premier joueur, bon, c'est qu'il y a quand même beaucoup de chances que ça arrive à d'autres joueurs. Ouais. Voilà, autant tu fais 10 bêta-tests, il y a le problème une fois, on pourrait dire bon voilà, c'est qu'une proportion, mais si c'est dès le premier, bon. Bah là pour le coup, moi c'est mon expérience personnelle, je suis souvent de mauvaise foi quand je vois les joueurs tester, et en fait c'est venu avec l'expérience de dire quel que soit le retour du bêta-testeur, il faut le prendre en compte. Et je le vois aussi avec le raid, parce qu'on a beaucoup de nouveaux auteurs qui viennent faire des énigmes pour le raid, et souvent les alpha-tests, bêta-tests, je crois qu'on a même 3 séries de tests maintenant, on a vite fait de se dire ah oui non mais ça aurait pu passer, mais en fait le ça aurait pu, ça marche pas, il faut que ça passe quoi, tu vois, pour tout le monde. Mais bon, ouais, c'est un sujet, on pourrait parler de hyper longtemps, et je pense aussi qu'un bêta-testeur, c'est important qu'il ait un minimum d'expérience, parce que si c'est quelqu'un qui a jamais fait d'énigmes et qui bêta-teste, il va dire oui, tout est tiré par les cheveux, bah, en fait, ouais, il a jamais résolu d'énigmes, donc évidemment, ça lui semble bizarre, mais alors que ça peut être bien quand même. Ok. Donc, faire attention quand même. Faut que ce soit représentatif des joueurs, en fait, surtout. C'est vrai, c'est ça. Et voilà qui clôt. T'as d'autres conseils, non, à donner, ou on s'arrête là? Non, oui, bah j'en aurais plein, mais on va peut-être pas tout dire parce qu'il est déjà un petit peu tard dans l'épisode. Yes. Et puis on aura l'occasion à nouveau d'en parler. Trop cool. C'est le but de Recast, c'est le podcast des Et élèves. à bientôt pour l'épisode et 5 plus retours d'expérience de créateurs d'énigmes pour faire des énigmes mauvaises. Non, on fera une suite à cet épisode. Du coup, on passe aux énigmes de fin, ça te va? Yes, allez les énigmes de fin. Solution de la précédente. Et je te laisse la main. C'était mon énigme, donc je la rappelle quand même vite fait pour ceux qui l'ont pas écouté. Qu'est-ce qui contient 10 lettres en tout, mais se déroule au printemps et pourtant est un adverbe? Voilà, il fallait répondre à cette question pour résoudre l'énigme. Et Thomas, tu as trouvé la réponse. Ah oui, mais tu as trouvé la réponse. Bravo. Après 2 essais. Je crois que c'est ma première que j'ai trouvée. Je suis trop content. Franchement, bien joué. D'ailleurs, pour info, tu l'as trouvé un petit peu après l'enregistrement, donc ça allait quand même hyper vite. T'as pas eu besoin d'aide d'Annabelle. C'est assez rare pour qu'on puisse le noter. Voilà. Bon, alors on va expliquer un petit peu la solution. C'était évidemment des pièges. J'avais dit que ça jouait beaucoup sur l'audio, et c'était vrai. C'est rare que tu nous mettes pas dedans avec des indices. Si c'est le cas, c'est involontaire. Alors, qu'est-ce qui contient 10 lettres en tout? Ça part un peu comme une question
On veut savoir quelque chose qui contient un 10 lettres en tout, mais il y avait une petite pause quand même entre qu'est-ce qui et contient 10 lettres en tout. En fait, qu'est-ce qui, il y avait des guillemets autour de qu'est-ce qui, et il se trouve que qu'est-ce qui, il y a bien 10 lettres dans ce groupe de mots. Donc en fait, c'est juste une description du groupe de mots qu'est-ce qui. Et tout le reste, c'est la même chose. Donc mai se déroule au printemps, ça parle pas, c'est pas la conjonction de coordination, mais c'est le mois de mai qui se déroule bien au printemps. C'est vrai aussi. Et le dernier truc, c'est pourtant est un adverbe, et là c'est encore vrai. Donc à chaque fois, c'était des mots qui étaient un peu détournés de leur sens. C'était même pourtant est un adverbe. Il y avait même la... Et voilà, il y avait le petit ton interrogatif, et ça c'était voulu aussi en fait, parce que dans le contexte de l'énigme, et pourtant un adverbe, c'est une affirmation. Mais il y a un ton interrogatif exprès pour faire croire qu'il y a une question. Moi, c'est ce que j'appelle une affirmation interrogative. Et ça, c'est la différence qu'il y a pour moi entre une phrase si je dis par exemple est-ce qu'il a 10 ans ? C'est la question, savoir s'il a 10 ans. Mais je pourrais très bien dire en raccourci il a 10 ans, avec le ton interrogatif. Et donc là, on est sur de l'affirmation interrogative, où on affirme quelque chose sans la tournure interrogative, mais l'intonation fait qu'on comprend que c'est une question. Donc là, c'était vraiment des questions. Et c'est bizarre, parce que il y a des affirmations, il y a 3 affirmations qui sont vraies, mais on pose une question. Oui. Eh bien, quelle est la réponse logique à ça ? Oui. Ouais, c'est ça. Alors, on pourrait dire d'autres choses, on pourrait dire tout à fait. Oui. Il y a plusieurs façons d'être d'accord avec ça. Mais j'avais précisé que c'était sur le thème un petit peu de l'épisode du jour. Et le thème, c'était les demandes en mariage. Et à une demande en mariage, on répond souvent oui. Oui. Surtout celle dont on se rappelle. Voilà, c'est ça. non, mais quand on dit non, tu t'en rappelles aussi beaucoup. Ça... C'est jamais vraiment non. Tu dis relève-toi, Yann, relève-toi. Oui, non mais c'est ça, oui, non mais les femmes elles savent qu'il faut dire oui et on dit pas tout à fait, non il faut être bref, et puis c'est la réponse attendue. Donc non, c'était tout simplement oui la réponse qui était attendue. Trop bien. Et pour les gens qui m'ont envoyé oui, eh bien je leur envoyais un petit visuel où on me voyait sur la plage en train d'ouvrir une petite boîte qui correspondait à l'énigme, avec au lieu de la bague, il y avait un point d'interrogation à l'intérieur. C'est beau. Et en gros, c'est comme si mon énigme c'était la demande en mariage. Les gens me répondent oui, et du coup, je leur disais bravo, bonne réponse. Trop bien. Dans l'image. Voilà, c'était une énigme thématique, et il y a pas mal de gens qui l'ont trouvé. Je dirais une dizaine au moins. Donc c'est trouvable, mais il y a des gens que ça a piégé aussi. Il y a des gens vraiment qui étaient perturbés, donc c'était pas non plus évident pour tout le monde. Mais je crois que moi j'avais commencé par faire évidemment, parce que j'avais pas lâché le 10 lettres. Je cherchais un truc pour dire oui en 10 lettres. Et c'était ma première réponse. Et après j'ai dit bah oui, bah non, qu'est-ce qui, ça fait 10 lettres. Mais j'avais pas entendu la pause entre le qu'est-ce qui et... D'accord. À la réécoute, je l'ai bien entendu, mais en direct, je l'avais pas entendu. Et du coup, t'as bien respecté le retour de cet épisode numéro 2 où il fallait faire attention à pas qu'il y ait plusieurs réponses possibles en rajoutant c'est dans le thème de l'épisode. Parfait. Ouais, non mais carrément. Eh ben super, plaisir. Ouais. Après, juste un point, c'est vrai que sur ces énigmes, pour moi, je pouvais valider plusieurs réponses éventuellement. Parce qu'en fait, ça dépend aussi des formats. Si je dirais que si le format fait que tu peux valider plusieurs réponses qui sont acceptées, pour moi, c'est ok. C'est juste si ça refuse des réponses qui marchent bien ou ça va pas. C'est vrai que là, nous, pour l'instant, il y a la flexibilité des réponses qui fait que carrément un petit peu plus. D'ailleurs, gentil, quoi. Le Killowin là qu'on joue en ce moment, eux, ils ont un truc sympa. Ils voient des fois qu'il y a plusieurs réponses possibles assez proches. Bah, tu vois, mettre les 2 prénoms de la personne au lieu d'un seul prénom, comme ça. Donc ils acceptent tout. Mais une fois qu'ils ont accepté ta réponse, ils te disent quelle est la réponse à garder. Tu vois, si jamais tu veux réutiliser la réponse pour une autre étape. Donc ils te disent oui, je t'accepte, mais si tu veux garder la réponse exacte, c'est celle-là qu'il faudra que tu gardes en mémoire. Donc ça c'est cool. Je trouve de pouvoir dire à la fois j'ai besoin d'une réponse exacte, mais en même temps je respecte le joueur à lui accepter si il a mis le deuxième prénom de la personne aussi. Je trouve ça sympa. Bah, en fait, t'es obligé de dire quoi prendre si jamais c'est réutilisé après, parce que sinon, évidemment, ça crée le doute.
Eh ben, t'es prêt pour mon énigme de fin d'épisode? Eh ben oui, c'est vrai, du coup, hein, l'énigme de fin de l'épisode, donc là, cette fois-ci, c'est moi qui réfléchis. J'ai un- J'espère que tu, tu vas me ménager et les auditeurs aussi, hein, parce que... j'ai encore fait un truc qu'on trouvera pas. Parce que moi, je crois que j'ai jamais résolu pour l'instant, non, des énigmes. Ah, faut avoir toutes les archives. Ouais, si, non, il y en a pas eu tant que ça, en fait, puisqu'il y en a eu 2 pour l'instant. Et je sais que j'ai pas résolu, donc là, Oui, c'est vrai. on arrive à la 3e et je croise les doigts. Alors. Je t'assure, la prochaine fois, ce sera la bonne. Ah oui, donc c'est pas ça. Je sais pas. En fait, j'avais envie de la faire celle-là, mais en effet, elle est pas simple. Il y aura un peu de recherche, je pense, pour nos auditeurs et auditrices. Mais voilà, en fait, elle est inspirée d'une énigme qu'on a fait jouer à Octogone, qui était bien plus simple, mais qui était pas à l'oral. Et du coup, je l'ai adaptée un peu pour qu'on puisse la faire à l'oral. Et j'espère que ça va passer. Quel film d'animation met en scène des personnages masculins? Et pourtant, en lisant le titre avec attention, on s'attend à une héroïne qui a envie de se chahuter. Je la refais. Quel film d'animation met en scène des personnages uniquement masculins? Même 2 personnages masculins, ça c'est plus simple. Et pourtant, en lisant le titre avec attention, on s'attend à une héroïne qui a envie de se chahuter. Alors, je dis pas si je l'ai. Oui, mais tu l'as pas. Ah, j'ai pas, c'est vrai, t'es Non, j'en sûr? sais rien. Ouais, Bah, moi, en film d'animation, je pense à Toy Story, parce qu'il y a 2 personnages masculins. Ok. Mais c'est vrai que je vois pas d'héroïne qui a envie de se chahuter aux 2 filles. Avec le titre. Ouais. Donc, peut-être que c'est pas ça. Peut-être c'est ça, peut-être c'est Non, pas mais ça. je peux... Ouais, ok. Bah non, mais si c'est ça, vaut mieux que tu me dises pour que je bip. Non, enfin après, j'en sais rien. Non, tu peux le laisser. Ah, ok. Ça marche. Bah écoute, c'est intéressant. En fait, c'est vrai que la façon dont tu l'as fait, ça faisait un peu question pour un champion. Quel film? Ah, c'est fort. C'est exactement ça. Je suis Ouais. un film d'animation qui met en scène des personnages masculins, et pourtant... Ok. Ouais, bah là, c'est vrai que bon, j'ai peur qu'on parte un peu sur un truc culture G, donc à voir, parce que même si le film est connu, c'est vrai que ça oblige à passer en tête plein de films qu'on Exactement. connaît pour l'avoir. Donc Après, il y a un petit indice qui nous permet de rechercher. Mais en effet, ce sera plus simple de rechercher. Mais si tu as une liste d'animation sous les yeux et que tu as repéré quelque chose de l'énoncé, tu vas peut-être pouvoir rechercher ces éléments-là. d'accord. Ah oui, quand tu dis un petit indice, c'est pas en plus que tu t'avais pas donné, non, c'est il est il est contenu dedans. Bah oui, sur la fille. Bah c'est Peut-être pas. bien. Ah ouais. Non, je fais juste ça pour le style. Ok. Oui, ça marche. Oui, on ne sait jamais, mais c'était quand même vraiment le truc du clair. Donc après tu fais comme tu veux. Hein. Et puis j'ai dit qu'il fallait mettre les indications en clair, mais en fait non, je l'ai caché dans les 2 personnages. Non, je rigole. Donc, oui, il y a normalement un cadre qui fait que si on a le bon élément, on peut minimiser l'effort de recherche. Néanmoins, si on n'a pas vu et il est assez discret, on peut faire beaucoup de recherches, ce qui n'est pas forcément le but. Puisqu'il y a une astuce, attention, orale. Ah, ça annonce. Ok. Oh là là, ouais, ça. Ok, très. Ça complexifie. Hein. C'est vrai que du coup, Toy Story, enfin, c'est peut-être pas aussi simple. Et j'annonce, ça n'a aucun rapport avec le titre de l'épisode. Ah, c'est l'indice maintenant. Et les gens, ils vont se méfier maintenant. Oui. Non, mais t'as raison. Ok. Eh ben écoute, bah oui, mais merci pour cette énigme. Hein. Je vais encore pouvoir y réfléchir pendant un petit moment, je pense. Mais c'est bien. Ok. Tiens, c'est vrai que tu m'as parlé d'Octogone à l'instant et je me suis dit, on n'a pas parlé de The Puzzle à Octogone puisque ça faisait partie des actualités. C'est vrai que le podcast, c'est normalement aussi le but un peu parler de nos actualités. Yes. Je sais pas si toi tu veux en dire 2 mots ou si... Non, c'était super. On a eu 2 chances. C'est que il y a une affluence record. Je crois qu'ils ont fait plus 40% par rapport à l'année dernière. Ah, c'est énorme. Et en plus, on était hyper bien placés alors que l'année dernière, on était un petit peu caché. Donc on a eu vraiment beaucoup de monde qui sont passés et qui ont eu beaucoup d'entrain à jouer.
Donc c'était super. Je pense qu'il y a assez peu de doutes sur le fait qu'on reviendra l'année prochaine. Si l'invitation tient toujours du côté des organisateurs. Ok, avec un nouveau jeu peut-être Oui. À la clé. Oui. Ah. On ramène un jeu inédit chaque année, mais inédit pour Octogone. Donc ça peut être des jeux qu'on a fait jouer ailleurs, mais jamais à Octogone. Ok, bah écoute, très cool. Pour un trésor à Paris, il y a des news aussi. Hein. Ah bon? T'as des trucs dans ta hotte? Non, il n'y a pas trop de news. Non, en fait, c'est hyper calme. Des trucs dans ma hotte. Oui, bah si, on peut peut-être quand même aller faire une pré-annonce, hein, pourquoi pas. Hein, c'est vrai on se rapproche des fins d'année et chez un trésor à Paris, on a souvent fait des calendriers de l'Avent. Eh bien, ça continue cette année avec un nouveau calendrier, si, qui aura lieu, comme d'habitude, en décembre. En décembre. Voilà, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Hein, donc projet là qui est en cours et on sera à nouveau plusieurs auteurs, hein, comme là c'était le cas depuis plusieurs fois. On ne sait pas encore quels sont les auteurs. D'accord. Il y a un mystère là-dessus. Trop bien. Mais je pense que ça va être pas mal du tout pour l'instant. Pour l'instant, c'est prometteur. Pour l'instant, c'est très prometteur. Ouais. Cool. Ouais, parce que je pense pas que tu y retournerais parce que tu avais dit que ça t'avait pris vraiment beaucoup trop de temps les autres années. Donc c'est cool que tu y remettes parce que c'est vrai que ça plaît beaucoup aux joueurs. Quoi. Mais oui, c'est vrai que c'est un vrai rendez-vous annuel. Donc voilà. Donc pour un trésor à Paris, c'est un peu tout. Pour The Pull, où il y avait Octogone, mais il y a l'Escape Game aussi qu'on suit là depuis quasiment le début. Et oui. Eh ben l'Escape Game avance toujours à bons pas. On devrait avoir fait la communication sur pas mal de petites choses au moment où l'épisode sera publié. Sûrement, du coup, vous connaissez déjà le nom de la salle et son pitch. Ou pas, si on n'a pas réussi à le publier à temps. Mais voilà, on n'a pas encore de date d'ouverture officielle parce qu'on attend des choses qu'on n'arrive pas à avoir une date précise. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera ouvert pour décembre, 30 novembre même. 30 novembre, c'est notre deadline, donc elle sera forcément ouverte pour 30 novembre et peut-être un peu avant. Et on a hâte d'en raconter un peu plus. Je pense que c'est pas impossible que le prochain épisode que j'anime sera sur le thème de j'ai ouvert un escape game. Ah yes. Bah très cool. Bon, bah écoute, si on a tout dit, peut-être fin d'épisode. Eh ben un petit bisou à Anna qui est toujours très actif sur l'escape aussi, parce que je dis je, mais en fait c'est quand même principalement ma femme et coéquipière qui travaillent dessus. Et puis petit jingle de clôture alors. Allez, ouais, donc on n'a pas, mais allez, peut-être qu'à un moment on fera des jingles, à un moment franchement, parce que je pense que t'as un bouton, ouais, c'est carrément. L'édition spéciale de Recast TV est enfin finie. Nous vous redonnons rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode sur un sujet inconnu, mais qui sera super intéressant. En attendant, n'hésitez pas à nous noter sur toutes les plateformes que vous utilisez, nous envoyer des commentaires. Yes. Si vous avez une idée de la réponse de l'énigme de ce mois, merci de envoyer un message à Thomas et pas au compte de Recast pour éviter de spoiler Johan. On vous fait des bisous. On vous dit à bientôt et bonne réflexion. Allez, à bientôt tout le monde pour reprendre une activité. Ciao. Vous êtes encore là? Cool. Je vais pouvoir vous donner un petit indice pour l'énigme de fin d'épisode. Alors, si vous lisez le titre du film d'animation avec intention, bon, on pense qu'une héroïne veut se chahuter. Mais on ne sait pas si elle a des monstres à chahuter ou si elle a des amis à chahuter. On ne sait pas du tout. C'est très mystérieux en plus. Il n'y a pas de personnage féminin dans ce film.